Allez, c'est le moment de se régaler, les amis. On est sur le stream, bien évidemment, et on va parler de sport. C'est notre passion, c'est notre métier, c'est notre domaine. Et on prend le pouvoir, bien sûr, du stream pendant près d'1h44. Très précisément. Avec le quiz, bien évidemment, on essaiera de caler un beau quiz. Je vous ai préparé plein de belles choses. Ah oui. Et toute l'équipe First Team est réunie autour de ce plateau. Alors vous allez voir, on a bougé un petit peu les meubles, de nouvelles têtes, vous les connaissez tous. Mais c'est vrai qu'on est sans nos deux tauliers, Erwan et Tom, qui sont pris, bien sûr, sur les finales NBA et qui seront peut-être de retour parce qu'on ne sait pas pour le moment si c'est la dernière de la saison ou pas. Ça va dépendre de cette émission, Manu. Ça va dépendre de cette émission. On va être excellent. Tour de table pour vous présenter déjà qui sont les grandes figures de First Team, à commencer par notre ami Polo Harer, l'homme du général de Gaulle, l'homme de l'appel du général de Gaulle. Pardon, excuse-moi, je me suis déjà emmêlé les pinceaux. C'est juste le général de Gaulle. C'est bientôt ton anniversaire. C'est bientôt ton anniversaire et je voulais le signaler bien sûr à tous nos viewers que tu reçois plein de messages dans les jours qui viennent. Ça va, Polo ? Ça va très bien. Écoute, semaine d'anniversaire, comme on dit, semaine d'un anniversaire qui compte. Donc on va essayer de faire ça bien. Ça commence maintenant avec vous tous, les loulous. Eh bien, exactement. C'est une semaine d'anniversaire. Les loulous, par contre, après 30 ans, c'est fini. J'en profite, Tom, j'en profite. T'as bien raison. Ton pendant de l'autre côté, autre spécialiste bien sûr cyclisme, mais il peut parler aussi également de plein de sujets, notamment d'Arsenal et du football. C'est bien sûr notre ami Robin. Comment ça va mon Robin ? Ça va très bien, t'as bien fait de mettre Arsenal et le foot, deux sujets différents. Et j'avais oublié qu'il y avait un quiz à la fin de House of Sport, donc je suis ravi d'être là. Ouais. Ah, c'est un homme de quiz. C'est un homme de quiz, Robin ? Arsenal et de quiz. Faut pas le lancer sur des sports mineurs, mais c'est un homme de quiz. Tu veux parler de biathlon ? Ou de rugby ? Non, Ça commence déjà très mal. Pas le rugby, Ça on commence respecte déjà le rugby très dans mal. cette émission. Mon spécialiste, bien sûr, football. Mais attention, quand on parle football avec Hamza Ramani, il faut être accroché, il faut avoir de la culture, il faut être au niveau. Mon spécialiste F1 aussi, spécialiste en sport, monsieur Hamza Ramani. Ça va, Hamza ? Spécialiste vie, spécialiste. Exactement, c'est vrai. Conseil sur la vie. Spécialiste société, et toutes les questions. Parlons de législative, Hamza. Allons-y. Ça va, Hamza, la forme ? Ça va très bien depuis cette excellente émission de ce matin. Et oui, Pistonné. Frédéric Sarti. tu fais bien d'en parler parce que ce matin, ça va pas plaire à Polo, on a eu un tournage d'à peu près 3h45 avec notre ami Frédéric Ferret de l'équipe qui nous a fait l'honneur de venir en plateau. On s'est régalé, on a parlé de plein de choses. Il y a une première partie d'environ 1 heure qui est sortie ce matin. Il y aura une deuxième partie d'environ 1h25 qui sortira donc mercredi prochain. Une trilogie. Voilà, c'est ça. Donc prenez votre temps et surtout prévenez votre boss si vous aimez la Formule 1 qu'il va falloir poser des RTT. Puis il est l'avenir de First Team. On peut le dire comme ça, l'avenir du journalisme français, l'avenir des mots, l'avenir surtout de l'humour dans le sport. C'est bien sûr Tom Tiravino que vous plébiscitez chaque semaine. Salut mon Tom. Merci. L'avenir aussi le présent, un peu comme Kylian Mbappé quelque part. Je suis très modeste, tu le sais bien. C'est tellement le présent qu'il a une bouteille personnalisée à son nom. Mais bien sûr. Ah ouais. Avec Bien le sûr. logo de la First. C'est des bouteilles de nos amis. Éco-bouteille, Tom. Non, mais qui c'est qui fait ces bouteilles ? Bah oui. Éco-bouteille. Éco-bouteilles, merci. Éco-bouteilles. Des super bouteilles. Et dans l'écologie, Éco- Tom, maintenant. Oui. Un petit Dans peu. l'écologie, mais pas dans le placement produit encore. Il va falloir travailler un peu. Les marques, c'est pas pour tout de suite. Hein. Piètre Non, influence. par contre, on rigole, mais avec ces bouteilles, on va en mettre sur le marché et tous les bénéfices seront reversés Reversés à une à association. des associations C'est sur vrai le handisport. D'accord. Une association sur le Ah, je handisport pensais que c'était l'association Paul Harrer, mais Non, qui vous donne son RIB actuellement. C'est inscrit en bas de votre écran. Voilà les amis, en tout cas, je suis ravi de vous avoir tous les quatre avec nous. Le mot de Tom, tiens, je profite, je fais une petite parenthèse sur le mot de Tom. J'ai un journaliste du Midi Libre, qui m'a appelé la semaine dernière et qui m'a dit Middle. qui Ah est non, ce Middle. Tom Cianravino. Alors là, j'étais un peu choqué et un peu vexé. Et il m'a dit tu le féliciteras pour moi. Donc voilà, je te le dis. Et Et tu es écouté c'est partout très en gentil, France. on l'embrasse. Extraordinaire. Si on m'écoute au midi, je suis encore plus content. Le programme de cette nouvelle émission, les amis, on va forcément évoquer les news, il y aura de la NBA, du top 14, on parlera des barrages aussi à la Coupe du Monde 2022, du cyclisme, des 24 heures du Mans. Le mot de Tom sera consacré à l'Olympique lyonnais qui devrait passer sous pavillon lyonnais, Américain. américain, c'est toujours un petit peu mieux. Et on se posera peut-être la question ensemble un petit peu de l'avenir Avec, de Jean-Michel Aulas. La perf de la semaine est une contre-performance. On évoquera le cas Ferrari. Il y a énormément de choses à dire. Et je pense qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui est un petit peu énervé et qui viendra nous donner un petit peu son avis. t'es chafouin, Paul. Chafouin, la Scuderia, c'est toute ma vie. Donc, les voir comme ça en difficulté, alors qu'ils ont toutes les armes pour gagner le titre cette saison. Mais n'en c'est un dis peu pas fou. trop tout de suite, Ah. mon Polo. Garde tes arguments, bien évidemment, pour tout à l'heure. Et puis le dossier de la semaine. Alors là, je pense qu'il y aura plusieurs personnes énervées autour de ce plateau parce que j'ai déjà testé le sujet en voiture avec Hamza il y a quelques jours. On essaiera de se poser la question. On ne sait pas si Zinedine Zidane viendra au Paris Saint-Germain ou pas. Sûrement pas. On se posera au moins la question de savoir est-ce que c'est choquant que Zizou, emblème de Marseille,
puisse devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Gardez vos billes, j'entends déjà des oui, des non, surtout des non, mais on en parlera bien sûr dans quelques instants. Avant cela, comme d'habitude, on va essayer de comprendre et de connaître ce que vous avez retenu de l'actualité sportive ce week-end avec bien sûr les news. Et pour les news, on a perdu donc deux de nos experts, deux de nos emblèmes, bien sûr NBA, mais il y a la relève, bien sûr, First Team. Perdu la lumière aussi. On perd beaucoup en ce moment. Il y a la relève, bien évidemment, avec Tom qui va nous faire une petite preview du Game 5 de ces finales NBA. C'est cette nuit, ce sera d'ailleurs à suivre, je le rappelle, bien évidemment, sur tous les réseaux First Team, sur la chaîne First Team 101. Parle-nous un petit peu de ce match de ce soir, mon Tom. Ouais, un match qu'on vivra donc pas en direct, enfin l'équipe First Team en direct, mais on fera surtout un débrief en direct sur Twitch juste derrière. Ce Game 5, ça va être incroyable. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment des séries en 7 au meilleur des 4 matchs et le Game 5 est toujours un game à bascule, un game hyper important. Là, on est à 2-2 dans la série. Clairement, on se régale. C'est une série fantastique. On dit toujours qu'on n'arrive pas en finale par hasard. C'est clairement le cas. C'est deux équipes qui jouent extrêmement bien au basket. Et ça faisait quand même un bout de temps qu'on n'avait pas eu des finales de cette qualité-là. Le dernier match, c'était une victoire des Warriors avec Stephen Curry, qu'on voit à l'écran, qui a été juste fantastique. Il a mis 43 points, 7 sur 14 à 3 points. Il a juste été exceptionnel, étant donné que c'est un gars qui est défendu parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue, dont Marcus Le meilleur Smart. défenseur de la Ligue. Marcus Smart, meilleur défenseur de la Ligue en titre. Donc c'est pas rien. Chaque panier qui se crée, c'est très compliqué. Et il a sorti une perf presque all-time, 43 points dans une finale NBA, ça place un peu un mec. Et il a donc porté son équipe, il les a ramenés à égalité dans cette série. Il y a donc 2 partout. Ce soir, ça se jouera à Golden State. Donc chez les Warriors. Le dernier match qui a eu lieu là-bas, c'était les Celtics qui l'avaient pris, si je ne me trompe pas, qui avaient récupéré l'avantage du terrain. Donc ce soir, ça va être assez incroyable. C'est impronosticable et c'est un peu le fil rouge de cette série. C'est qu'on a toujours des certitudes qui sont balayées à chaque match. On pensait que les Celtics, finalement, étaient un peu meilleurs que les Warriors, surtout au début du match 4. Finalement, ils se font cueillir. Et d'ailleurs, c'est un peu le fil rouge des Celtics en playoff, c'est que dès qu'ils perdent, tu te dis que ça te donne un peu des idées, mais pas du tout, parce que le match d'après, ils vont te faire oublier toutes les certitudes que tu peux avoir sur cette équipe, donc ils sont assez incroyables. C'est très dur de s'avancer sur ce Game 5. On imagine qu'après la grosse perf des Warriors, dont celle de Stephen Curry, ils peuvent le prendre à domicile et il ferait bien de le prendre, ce serait une bonne idée. Maintenant, il y a quand même une stat incroyable, c'est que les Celtics, après une défaite, n'ont jamais perdu durant ces playoffs. Ils sont en 7-0. Donc voilà. Ouais, d'accord. Tout est dit. Polo, est-ce que tu es d'accord sur le côté impronosticable ou est-ce que toi, tu as réussi à percer un petit peu le secret de ces finales NBA ? Non, Tom a tout à fait raison et c'est quand même assez ouf. Tom, c'était le deuxième match que prennent les Celtics à Golden State. Mais justement, ça veut dire aussi quelque chose dans ces finales, c'est que même le fait de jouer à domicile n'est pas une arme, n'est pas une assurance tout risque pour l'une ou pour l'autre des équipes. Donc même si ce soir le match est à Golden State, ça n'assure pas du tout la victoire des coéquipiers de Stephen Curry. On a vu des tendances, une équipe quand même de Boston qui a l'air plus forte collectivement, plus intense, plus dure, qui pratique un basket meilleur que celui des Warriors. C'est quand même assez fou, étant donné que les Warriors, qui sont depuis maintenant 20 ans la plus belle équipe à avoir joué, voire l'une des 2 plus belles, on peut parler des Spurs, etc. C'est une équipe qui nous a habitués à avoir un sens collectif extraordinaire, mais on a l'impression dans ces finales que les Celtics jouent mieux, mais au talent, et surtout le talent du gars qu'on voit derrière toi, Manu, de Stephen Curry. Cette équipe arrive à accrocher les matchs, comme elle a accroché le match 2, comme elle a accroché le match 4 aussi, au talent et à l'expérience, puisqu'on rappelle que Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green aussi participent à leur 6e finale en l'espace de 8 ans, depuis 2015, donc 7 ans. Donc, non, 6e finale, 7 ans 6 en 7, ouais. Ouais, c'est quand même énorme. Et du coup, voilà, ça classe cette équipe. Donc ce soir, bien avisé, celui qui pourra nous dire qui va gagner. Comme je te l'ai dit, 2 tendances, 2 équipes qui jouent de manière très différente et 2 équipes qui nous régalent. Et comme l'a dit Tom, un spectacle qu'on n'a plus vu dans une finale NBA depuis, je pense, les finales 2006 où les Cavs sont revenus justement battre les Warriors de Curry et Thompson. Bon, grosse C'est régalade. match 6 à Boston après ? Ouais. Et 7 à Golden State. Et s'il y a match 7, on rappelle, ce sera dans la nuit dimanche à lundi. Voilà. Voilà. Exactement. Vous allez passer une nuit incroyable. Parce Et qu'il y du aura coup, l'épisode le lendemain. si j'ai bien écouté, c'est quoi votre prono ?
Il y a un, J'ai du mal, match j'ai- un pronosticable. Le mec, il y en a pas. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est très très dur à dire. Si je devais me prononcer, moi, je dirais que les Warriors vont le prendre à domicile, mais c'est sans aucune certitude. Donc, je ne conseille pas de pronostiquer d'ailleurs. En tout cas, il y a des gens qui sont d'accord avec vous dans le chat, et notamment un certain Jérémy qui dit j'adore quand il parle de basket, ces gens-là. Jérémy qui ne travaille absolument pas chez First Team et que l'on ne connaît bien sûr absolument pas. On l'embrasse. Pas du tout. Bien évidemment. Mais on lui fera un bisou quand même. Un bisou en sortant du studio, bien évidemment. Mon Polo, il faut qu'on parle de top 14. Il y avait des barrages hier et on a 2 infos. Toulouse et Bordeaux-Bègles filent en demi-finale. Très important de parler rugby, Manu. Tu sais Ça que nous cette tient à émission me donne toujours une place importante au rugby. Thomas Dufont, qui n'est pas là aujourd'hui, Oui. ne peut pas en parler, mais il m'a donné quelques billes avant de Est-ce qu'il venir en Titi du plateau. sautoir au Il a eu téléphone cette Titi nuit, du ouais. sautoir qui était très content justement pour son équipe de Toulouse qui allait battre La Rochelle. On sait, c'est un peu le derby un peu sympa, le choc un peu sympa de ces dernières années en top 14. On se souvient l'année dernière, Toulouse-La Rochelle en finale de Coupe d'Europe, c'est Toulouse qui l'emporte. Toulouse-La Rochelle en finale de Coupe de France, c'est Toulouse qui l'emporte. Et bien là, cette année, en barrage pour se qualifier pour les demi-finales, Toulouse est encore allé s'imposer face à La Rochelle. Dominateur dans les rucks, très fort sur la relance, à l'image d'un Antoine Dupont qu'on voit derrière toi, qui a été extraordinaire. Et du coup, il faut le dire aussi, face à une équipe de La Rochelle qui avait peut-être encore la tête ailleurs, elle qui allait chercher un titre justement de champion d'Europe il y a maintenant une semaine, qui l'a énormément fêté, qui a énormément fait la fête. Donc la gueule de bois était un peu dure à assumer pour les joueurs de Ronan O'Gara, qui l'a dit en conférence de presse, il l'a dit. Nous, on a eu l'impression de se préparer comme si c'était un match coup près, un match important, mais je ne sais pas si on était vraiment à 100% pour jouer cette rencontre. Ça s'est vu, et ça s'est vu dès le début de match, ça ne trompe pas sur l'intensité. Et ben, finalement, Toulouse gagne déjà 15-0 après 20 minutes de jeu. Après, La Rochelle fait la course on va dire derrière, mais à ce jeu-là, ils n'ont jamais pu repasser devant cette équipe de Toulouse. Ça permet aux Toulousains de se qualifier en demi-finale. Ils affronteront Castres la semaine prochaine, vendredi soir, à Nice, puisque les 2 demi-finales de la semaine Au prochaine... stade du Ray, ce que tu me disais en antenne tout à l'heure. au stade du Ray, qu'on se souvient avec les grilles. Là, tu sais, Ce bien magnifique verticales, grillage. ouais. On s'en souvient, non plus sérieusement, à l'Alliance Riviera. Petite stat, comme ça, c'est la 7e victoire d'affilée de Toulouse face à La Rochelle, qui, on peut le dire, commence à devenir la bête noire, Toulouse, des Rochelais. Donc voilà, une belle demi-finale, bien sexy, bien accrochée, et des Toulousains qui vont directement en demi. Si vous êtes Rochelais, bien sûr, que vous avez prévu de partir en vacances du côté de Toulouse, écrivez-nous dans le chat. On a envie de prendre de vos nouvelles et savoir un petit peu quel sera votre programme et quels seront les bars que vous éviterez, bien sûr, pour avoir de passionnants débats avec les supporters du Stade toulousain. Il y avait aussi également un petit mot sur Perpignan qui assurait son maintien. La deuxième demi-finale. Et pardon, parce que du coup, excuse-moi, j'ai oublié d'en parler. T'as raison. Donc du coup, le lendemain, donc c'était hier soir, Bordeaux-Bègles, l'UBB qui jouait contre le Racing Métro, qui recevait et qui a véritablement donné une leçon de rugby, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Une première mi-temps hyper attractive, hyper accrochée. Je crois qu'il y a 16-16 à la pause. Mais les joueurs de l'UBB, de Christophe Furios, ont mis un énorme coup d'accélérateur dans la deuxième mi-temps. Et finalement, pour finir à 36-16, c'était une vraie performance, surtout après la contre-perf et les polémiques qu'il y a eu côté Bordeaux justement pendant toute la semaine. Avec Christophe Furios, on connaît le personnage, on adore en parler ici sur House of Sports, qui a pas hésité à charger certains de ses joueurs, certaines de ses stars, dont les joueurs qu'on connaît bien, Mathieu Jalibert et Cameron Wauquiez, qui sont des cadres aussi en équipe de France. Jalibert qu'on voit sur la photo avec Maxime Lucu juste en dessous. C'est des joueurs qui ont été ciblés toute la semaine en conférence de presse. Christophe Furios leur a demandé de se réveiller pour ce match-là. Alors, ils l'ont visiblement très mal pris. Et même Mathieu Jalibert, après la rencontre, a dit qu'il ne jouait pas pour son coach, qu'il jouait pour ses joueurs, pour ses coéquipiers, notamment pour Trinduc et pour Louis Picamold, dont c'est la dernière saison à Bordeaux. Donc, ils sont encore piqués, mais le fait est qu'ils ont hyper bien réagi. Toutes les stars ont répondu présent. Cameron Wauquiez a mis un essai. Mathieu Jalibert était exceptionnel. Maxime Lucu, demi de mêlée aussi, international français, a été extraordinaire, notamment dans la gestion de cette deuxième mi-temps. L'UBB qui a, de manière globale, maîtrisé son match. La paire Vakatawa-Fickou, qui est l'axe fort côté Racing, n'a pas existé dans cette rencontre. Et ça permet, du coup, à Bordeaux de se qualifier en demi-finale aussi. Et eux joueront, pareil, à Nice contre Montpellier la semaine prochaine. D'accord. Écoute, merci pour ces infos. Impressionnant. J'ai un besoin un peu d'eau là, j'ai oublié ma gourde. Moi. C'est qu'Hamza était demi de mêlée par le passé. Ça m'étonne pas. Qui est brigué une place en équipe nationale d'Algérie. Exactement. Oui, mais c'est de mes sujets. Rigole, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a Exactement. tu rigoles, tu sais quoi? On va en parler. Il y a la Coupe d'Afrique qui se joue du côté de Marseille et d'Aix cet été. Ouais. Et le vainqueur sera dans le groupe de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut avoir un France-Algérie au Vélodrome
Avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Italie. Ce serait incroyable. Et quart de finale, Algérie-Sénégal. Et il y a d'autres pays, la Namibie qui assez fréquemment se qualifie pour les Coupes du Monde. Mais l'Algérie a formé un nouveau projet avec beaucoup de binationaux, de joueurs de Pro D2 qui viennent jouer en sélection d'Algérie. Et du coup, très lourd ça. On va regarder ça. On va regarder ça d'un œil. Un dernier petit mot rugby, Manolo. Tant qu'on y est, on salue la performance, la belle victoire des Perpignanais pendant un match de barrage. On a suivi ces frasques Saint-Étienne contre Auxerre en Ligue 1. Là, il y avait le même format. Ça s'est passé de manière un peu plus calme. Mont-de-Marsan contre Perpignan. Parce qu'elle lui fera jouer. Perpignan a dominé Mont-de-Marsan qui jouait pourtant à domicile, mais il y avait quand même un écart de niveau entre ces deux équipes, et Perpignan qui frôle la catastrophe, mais qui reste en top 14. Bravo Catalan. Exactement. L'USAP reste en top 14, c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Je repensais à ce que tu disais sur Urios. C'est vrai que ça peut paraître être un drôle de management, mais c'est déjà arrivé dans le sport que tu aies des entraîneurs entre guillemets qui piquent le vestiaire et que ça se passe à leurs dépens pour essayer de motiver les joueurs. Je sais pas si c'était volontaire. C'est ce que Christophe Furios disait aussi. Si, c'était complètement volontaire. C'est exactement ce qu'il a voulu faire. Après, on connaît pas exactement la relation qu'il a, notamment avec ses cadres comme Mathieu Jalibert, Maxime Lucu ou Cameron Wookie. Mais en tout cas, c'est vraiment l'espèce de petite piqûre pour motiver un peu les troupes, parce que c'est vrai que le dernier match face à Perpignan de l'UBB en championnat était catastrophique, vu les enjeux qu'il y avait aussi. Donc on peut dire que ça a marché, mais après on va voir sur le long terme si ça n'a pas fait mal au niveau du relationnel entre Christophe Furios et ses joueurs. Si ça laissera des traces notamment. On a Grégousse 56, rien à voir bien sûr avec la célèbre boisson de vos nuits parisiennes, qui nous dit le REC Rennes qui remporte le Fédéral 1. Tu as raison de le préciser en effet, mais je sais que Polo, tu voulais... j'allais dire, après la Pro D2, j'allais partir sur la Fédérale 1, mais je me suis dit après qu'il fallait qu'on avance dans cette émission. Donc quand même à la fin je suis resté sobre. T'as raison. Pas comme du coup Grégousse 57, j'ai l'impression. Je me retourne vers toi Hamza, parce qu'on va parler de football. Alors aujourd'hui, tout le monde parle de la Ligue des Nations et notamment des piètres performances de l'équipe de France. France-Croatie ce soir. France-Croatie ce soir, tu as raison bien sûr d'en parler, mais je crois qu'Hamza va nous faire un petit peu voyager. Hamza, le grand amoureux bien sûr du foot, des sélections, et tu vas nous parler justement des barrages à la Coupe du Monde 2022, Hamza. Ouais, les derniers tickets pour la Coupe du Monde, avec un match ce soir à 20h sur BeIN1, Pérou-Australie. Et demain, Costa Rica, Nouvelle-Zélande, deux matchs... malheureusement, qui se joueront sur terrain neutre à Doha, puisque ce qui devait entrer en vigueur à partir de 2026, à savoir des barrages intercontinentaux chez le pays hôte du prochain mondial, tout ça a été avancé à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui est regrettable parce que les barrages intercontinentaux aller-retour ces dernières années, on en a vu des complètement fous avec le Pérou, notamment pour en novembre 2017, la double confrontation face à la Nouvelle-Zélande, où tu avais des milliers de Péruviens qui avaient fait le déplacement. Je ne sais même pas comment on fait en avion pour aller du Pérou en Nouvelle-Zélande. Les mecs, ils sont arrivés à ils étaient vraiment quasiment une... Je sais pas, 7 000 par le Pacifique, ça se fait, non? En bateau, ça va vite, ouais. Merci Manolo, le marin. Toujours. Et pareil, là, il y avait des vidéos, tout à l'heure, je regardais des supporters péruviens dans l'avion direction Doha. C'est des matchs particuliers parce qu'il y a une intensité émotionnelle, je trouve, qui, en termes de football de sélection, tu ne peux pas égaler. Ça veut dire que pour moi, c'est plus fort qu'un match de Coupe du Monde, dans le sens où c'est la porte d'entrée pour participer à l'événement, le plus grand événement du football aujourd'hui, à savoir la Coupe du Monde. Si toi, demain, tu vas en boîte, je sais que Manu... ça peut arriver. C'est pas quelque chose qu'il connaît, parce que lui, il est jamais refusé. Non, mais lorsque tu arrives, il y a le physio qui te dit est-ce que tu rentres ou est-ce que tu rentres pas. Là, il y a le petit coup de stress. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il va pas m'accepter? Après, une fois que tu es rentré, bon, peu importe ce que tu fais à l'intérieur, chacun fait ce qu'il veut à l'intérieur. Tu participes à la fête. Mais la porte d'entrée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux passer de oh non, je ne rentre pas, je suis dégoûté, à je rentre, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, on va kiffer. Là, c'est pareil. C'est la porte d'entrée pour la Coupe du Monde. Et puis, on a tendance à l'oublier, mais on parle de pays relativement modestes. On parle pas de l'équipe de France. De toute façon, nous, on l'a eu, le barrage de France-Ukraine. Oui, tout à fait. Je pense que, je parle en mon nom, mais j'ai pris plus d'émotion sur l'Ukraine-France. Ah bah oui, que sur toute la campagne. Émotion négative. Oui. Puis, France-Ukraine, émotion archi-positive. Merci, Mamadou. Que sur la Coupe du Monde 2014. Et franchement, j'ai même envie de te dire que sur la Coupe du Monde 2018, c'était complètement fou, ça se joue sur... Ça n'engage que moi. Je sais que t'es un romantique, mais... Là où tu as raison, Hamza, c'est que... En fait, tu peux passer du tout au rien. C'est vraiment un sentiment assez extraordinaire. On l'a vécu avec les supporters de Saint-Étienne aussi il y a quelques semaines. Et le truc, c'est que, autant, nous, l'équipe de France, on a la chance d'avoir l'équipe de
France de rugby, en sport, on brille à peu près sur pas mal de sports. Et puis, c'est un pays qui, sur la scène mondiale, compte. Ça veut dire que c'est un pays qu'il y a des millions de touristes qui vont venir. Mais pour le Pérou, pour la Nouvelle-Zélande et pour tous ces petits pays qui ont une porte d'entrée à la Coupe du Monde, ce sera la seule fois en 4 ans où leur nom sera sur la scène médiatique, sur la scène internationale. Donc je pense que c'est des rendez-vous très importants pour ces pays-là. Et moi, très honnêtement, à 20h aujourd'hui, je suis plus hypé par le Pérou-Australie que par le France-Croatie. Ouais. En plus, le Pérou, c'est un pays de foot quand même assez incroyable en Amérique du Sud. Quand tu vois la passion des mecs, plus encore que l'Australie. Vous êtes des Sud-Américains, vous tous les deux. Il y a quelques jours, il y a eu un match amical à Barcelone, dans le stade de l'Espagnol Barcelone. Le stade, il était plein. Il y avait plus de 40 000 personnes. C'est des fous, les Péruviens, ils sont complètement en barge. Et accessoirement, c'est aussi l'un des adversaires de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Pérou-Australie, le vainqueur tombera dans l'équipe de France. Donc ça vaut le coup de les l'écouter. a en 2018, le Pérou aussi. Les deux fait. Mais c'était pas si évident que ça. Non, Il y a aussi nul. je trouve qu'il y a un côté intéressant aussi, c'est la confrontation entre, pas deux continents, mais deux pays qui n'ont pas l'habitude de se croiser sur la scène internationale. Ça, c'est intéressant. J'ai envie de te relancer, Hamza, sur un joueur, Gianluca Lapadula, parce que c'est quand même une belle histoire. Il y avait un superbe article d'ailleurs ce matin dans l'équipe. L'attaquant du Pérou, d'origine italienne, on peut le dire, italien. Même écoute, un jour, j'allume ma télé, puisque je regarde les matchs de qualif en Amérique du Sud. Je vois la compo du Pérou, je vois Gianluca Lapadula. Et là, en fait, j'en connais un seul. Et il est italien, il n'y a rien de péruvien, tu vois. Et du coup, forcément, on recherche sur Internet. En fait, non, c'est lui, le péruvien. Il a fait toute sa carrière en Italie, en Serie A. C'est un buteur honnête de Serie A. C'est pas un goleador, c'est pas Quagliarella et tout. Mais c'est un joueur honnête de Serie A qui a un parent péruvien et qui se retrouve aujourd'hui titulaire à la pointe de l'attaque du Pérou. Il a supplanté quand même une légende, à savoir Paulo Guerrero. Il a pris son numéro carrément. Ouais, il a pris son numéro. Alors je ne sais pas si Guerrero reviendra pour la Coupe du Monde. Il y a toujours des histoires particulières et compliquées avec Guerrero. Mais l'histoire est complètement folle. Et c'est des histoires, alors encore une fois, certains vont dire opportunisme. Honnêtement, je ne connais pas la situation personnelle de Lapadula. Je ne vais pas me permettre de juger. Mais ça fait partie des potentielles belles histoires et je pense qu'il se régale. Après, les voyages sont longs. Parce que s'il avait été sélection italienne, il n'aurait pas eu de match de Coupe du Monde, ça c'est sûr. Oui, là, il peut encore tirer. C'est l'Italien qui a fait le meilleur move en tout cas de cette année 2022. T'as trouvé Verratti avec l'Australie ce soir, ça va nous faire tout drôle. Hein. Est-ce que Farfan joue encore au Pérou? Il n'était pas convoqué ces dernières semaines. Je ne sais pas s'il a pris sa retraite internationale ou pas, je ne sais pas du tout. Mais ces dernières semaines, il n'était pas dans la liste. Mais belle équipe en plus, le Pérou, Gareca le sélectionneur. Non, franchement, c'est pas évident. Si le Pérou se qualifie, ce sera une poule piégeuse pour l'équipe de France. Eh bien, j'espère qu'on pourra vous présenter en tout cas l'image de la semaine prochaine de la joie péruvienne après cette possible qualification à la Coupe du Monde 2022. Robin, je me retourne vers toi parce qu'il y a eu du cyclisme ce week-end, la semaine dernière même plus précisément. Et on peut déjà peut-être tirer un enseignement en vue du Tour de France. Les Jumbo ont complètement écrasé le Dauphiné. Raconte-nous un petit peu justement ce Dauphiné édition 2022, préparatoire forcément au Tour de France. Et quels sont justement les enseignements que toi tu as tirés de cette semaine? C'est ce qu'on attendait de voir justement. À quel point Jumbo-Visma allait réussir à dominer ce Dauphiné? Comme tu l'as dit, c'était toute la semaine le Dauphiné, mais ce qui nous intéressait, c'était surtout le week-end, avec les 2 étapes de montagne. Primoz Roglic qui était là, le leader emblématique de l'équipe Jumbo-Visma, et Jonas Vingegaard, qui est son lieutenant, et qui est le 2e du Tour de l'année dernière, qui avait parfaitement repris le costume de leader quand Roglic avait abandonné et était mis hors course de la bagarre avec Pogacar. Donc on attendait de voir un peu ce qui allait se passer sur ce Dauphiné, sachant que Pogacar, lui, n'y était pas. Il va se préparer en Slovénie chez lui tout seul. Et l'équipe Ineos, qui est aussi une de celles qui sera attendue sur le Tour de France, a choisi d'envoyer ses leaders sur le Tour de Suisse qui se court en ce moment. Donc Jumbo-Visma était un peu seul malgré tout sur ce Dauphiné. Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'ils vont réussir à l'écraser, ce qu'ils ont fait, ce qui serait rassurant en vue du Tour, ou est-ce qu'ils vont déjà avoir quelques autres concurrents qui vont réussir à leur mettre des bâtons dans les roues, ce qui serait pas très rassurant parce que ça veut dire que quand ce sera Pogacar, ça va s'annoncer compliqué. Finalement, ils ont fait le boulot. On le voit sur la photo arriver main dans la main dimanche au plateau de Solaison entre Roglic et Vingegaard. Roglic avec le maillot jaune qui ressemble un peu à celui de son coéquipier, mais celui-là, c'est bien le maillot de leader de la course. Et Vingegaard. Ça ressemble à ton pull aussi, d'ailleurs. C'est vrai. Moi, je suis déjà dans le Tour de France. Donc, ils font 1 et 2 au général, 1 et 2 sur l'étape. Roglic gagne une étape. Vingegaard gagne une étape. Van Aert aussi, de la même équipe, a fait une démonstration sur l'ensemble de la semaine. Donc, tout va bien pour eux. Les autres ont été relégués assez loin. Le seul qui a réussi un petit peu à s'accrocher, c'est Ben O'Connor de l'équipe AG2R Citroën, qui a fait 4e du Tour l'année dernière. Donc vraiment, pour eux, là, il n'y a aucun signe négatif. Le seul qu'on pourrait voir, c'est qui va être leader. Et il y a malgré tout une petite interrogation sur Roglic. C'est lui le numéro 1 emblématique de l'équipe depuis plusieurs années.
Sauf que depuis un an et demi, on peut se poser la question. Vingegaard, l'année dernière, il a réussi sur le Ventoux à lâcher Pogacar pendant quelques minutes, ce qui est déjà une sacrée perte. Pas grand monde qui l'a fait ces dernières années, en vrai. Et dimanche, dans les derniers kilomètres de la dernière étape du Dauphiné, normalement, le duo allait ensemble vers la victoire. Et Roglic a eu un petit moment, quelques secondes. Je ne sais pas si toi, Polo, tu t'es posé la question de ce qui se passait, mais Roglic lâche un peu la roue de son coéquipier. Il se met en danseuse, il réaccélère. Et puis, sûrement qu'à l'oreillette, il lui dit bon, on va y aller mollo jusqu'en haut. Donc, ça a été une petite interrogation. Et dans les déclarations d'après-course, c'est ça aussi qui ressort, c'est on va aller sur le tour pour qu'il y en ait un de nous deux qui gagne. Il n'y a pas de hiérarchie claire, alors que quand même Roglic a gagné 3 fois la Vuelta. Vingegaard, il n'a jamais gagné un grand tour, donc il y a des statuts différents. Mais pour l'instant, personne dans l'équipe n'ose dire c'est Roglic le numéro 1 parce qu'on sait que ça peut peut-être changer à tout moment. C'est ça qui est intéressant en fait avec ce Dauphiné, c'est de savoir où en était Primož Roglic au niveau de sa forme. On l'a vu et tu te demandais si je m'étais posé la question, je me la suis pas posée. J'ai vu un Roglic bien moins fort que Jonas Vingegaard quand ça a monté, que ça a été compliqué. Et ça doit donner des enseignements pour le Tour de France à mon avis, parce que certes, Primož Roglic c'est un coureur fantastique et pour tenir la route Jonas Vingegaard c'est déjà très fort, même si c'est son coéquipier. Mais aujourd'hui, Jonas Vingegaard, notamment par le Tour de France qu'il a fait l'an passé et parce qu'il a montré dans ce début de saison et surtout sur Dauphiné, montre qu'il peut au moins briguer, pourquoi pas, un rôle de co-leader sur le prochain Tour de France. Ce serait une erreur, en tout cas pour la Jumbo, de mettre tous ses œufs dans le même panier, qui serait le panier Roglic. Vingegaard semble même peut-être le plus à même de pouvoir embêter un Tadej Pogacar. Et la vraie question qu'on se posait, c'est de savoir si sur ce Dauphiné, un coureur était capable d'embêter Tadej Pogacar pour le Tour de France, qui est l'ultime favori. Et si on doit en choisir un, c'est pas Roglic qu'on va choisir, c'est plutôt Jonas Vingegaard. Après, la vérité de début juin n'est pas toujours celle de fin juin. On se rappelle notamment d'un Richie Porte l'an passé ou même de Fuglsang, qui ont toujours brillé sur le Dauphiné et qui n'ont jamais vraiment brillé sur le Tour. Vous posiez pas la même question l'année dernière entre Dumoulin et Roglic déjà sur le Tour de France? Un petit peu. Ouais. Parce que c'est vrai, ils ont toujours le même problème. En fait, ça se règle au bout d'une semaine. Tu vois qu'il y a les jambes au Tour de France, non? C'était la course. La semaine dernière, ils ont eu l'année dernière, pardon, ils ont eu la facilité que Roglic était vraiment pas dans le coup et a fini par abandonner même rapidement. Donc ça s'est réglé assez vite. Et finalement, la course a fait le choix pour eux. Tu peux quand même avoir une course où ça dure 15 jours et ça peut quand même pourrir à l'intérieur de l'équipe. Si tu n'es pas capable de choisir pendant 2 semaines qui est ton leader, c'est quand même pas une situation évidente. Vingegaard, il a fait l'équipier depuis le début de saison. Il n'a jamais dérogé aux consignes. Il a toujours pris les victoires quand on acceptait de lui donner. C'est ce qui s'est passé dimanche. Roglic lui a donné la victoire parce que lui, il avait le général. Donc pour l'instant, il pourra dire aussi en arrivant sur le Tour de France s'il se sent très fort. Moi, j'ai toujours fait ce que vous avez voulu jusqu'à maintenant. J'ai jamais eu les dents qui rayaient le parquet. Maintenant, par contre, c'est le moment peut-être de me donner ma chance. Cette semaine, il a bossé pour Van Aert quand il y avait besoin. Il a bossé pour Roglic quand il y avait besoin. Il n'a pas du tout pensé à lui. Donc ça va aussi jouer pour lui peut-être à un moment. Et Vingegaard, il a 25 ans. Donc en fait, sur la progression potentielle, la marge de progression, tu te dis, lui, il y a des chances qu'il soit meilleur que l'année dernière. Alors que Roglic, qui est déjà bien trentenaire, tu te dis, il y a peu de chances qu'il soit meilleur qu'il y a 1 an ou 2 finalement. Je te dis une bêtise, mais pour faire sauter le verrou Pogacar, est-ce que c'est pas trop d'être à 2 entre guillemets? C'est exactement ça. Déjà parce que à 2, tu t'évites aussi un problème. Et dans le chat, tu as Anorian qui le dit exactement. La première semaine du Tour de France va être cataclysmique. Cataclysmique dans son sens propre, c'est-à-dire que ça va être très très dur. Il va y avoir des pièges de partout, du vent, des pavés, de la montagne casse-pattes dès la 7e étape. C'est un coup à perdre un Tour de France. Roglic n'est pas l'assurance touriste que sur un vélo. Avoir Vingegaard à côté, c'est bien. Et vice-versa aussi. On l'a vu l'année dernière, Vingegaard a très bien supplé Primož Roglic. Et le fait, en plus de ça, d'avoir une équipe très forte, parce qu'il y aura Wout van Aert sur ce tour-là, il y aura des coureurs sûrement comme Laporte peut-être sera là. Comme Christophe Laporte, Tish Benoot en ballottage, mais c'est des coureurs immenses depuis le début de saison. C'est très fort face à une équipe comme celle qu'aura Pogacar, qui est aussi forte, mais qui est loin du niveau de la Jumbo, qui est peut-être la meilleure équipe de la saison. Donc ça peut jouer. Le problème, et on l'a déjà vu cette Jumbo, c'est que certes, tu peux partir avec 2 leaders, mais il faut qu'au bout d'une semaine maximum, surtout après cette semaine-là, tu saches vers qui tu décides. Parce qu'on l'a vu, même chez la Jumbo, notamment en 2018, avec Kruijswijk et déjà Primož Roglic, que ça se marchait déjà un peu dessus. Donc il va falloir, à mon avis, régler ça très rapidement. Et pour l'instant, à mon avis, c'est pas gagné. Surtout que pour l'instant, ils s'entendent bien dans les déclarations publiques. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre parce qu'ils n'ont jamais été vraiment. Mais ça prend des pincettes. Mais là, on arrive sur le Tour de France et Roglic sait aussi qu'il ne va pas en avoir encore 1000 des opportunités.
Donc tu peux avoir beaucoup plus de tension sur une course comme le Tour. Sur le Dauphiné, finalement, Roglic, il est content. Il a souvent eu la poisse sur les courses françaises. Cette année, il gagne Paris-Nice et le Dauphiné. C'est bien, mais c'est pas ça qui va changer sa carrière. Sur le Tour, par contre, si on lui dit bon bah maintenant t'es 3e au général et tu vas bosser pour Vingegaard parce qu'il est 20 secondes devant toi, je suis pas sûr qu'il le prenne bien. Il y a Neosia qui nous dit un peu comme Froome-Wiggins à l'époque. Est-ce que le parallèle est bon? Ouais, tout à fait. C'est Froome-Wiggins de 2012 avec un Chris Froome qui travaillait entre guillemets pour Bradley Wiggins qui avait le maillot jaune. Bradley Wiggins qui était en route pour gagner le Tour, mais qui avait un coéquipier qui était bien plus fort que lui et qui avait des velléités de... Il l'avait montré. Et qu'il l'avait montré. Il n'avait pas voulu déroger aux règles, mais il avait voulu montrer que c'était lui le plus fort. Et que si c'était pas lui qui gagnait, c'est parce qu'il y avait des consignes qui venaient d'en haut. Donc il l'avait très bien fait. C'était dans Péragude. Il avait montré qu'il était plus fort que Wiggins. Et on avait vu Wiggins, maillot jaune sur le dos, en train de gueuler dans l'oreillette, dire attends, parce que Froome, s'il y va, il gagne le Tour. Donc finalement, il l'avait pas fait. Il avait respecté ce qu'on lui avait demandé, mais en y mettant sa touche perso et en montrant que c'était lui le patron. Et Froome va gagner le Tour l'année d'après. Et il n'y avait plus de Bradley Wiggins. Donc comme quoi, ça peut servir de faire des coups de force comme ça. Et puis, attends, qui a... Oui, ça. Il y a Naveki716 qui nous dit est-ce qu'on a un Français qui peut faire quelque chose? Et je crois que Tom a pris le contrôle du chat, puisqu'il y a quelqu'un qui a mis oui, si, il y aura Pinot. Donc voilà, je sais pas. Bref, si tu peux sortir du chat, Tom, ça pourrait nous aider pour cette émission. Pseudo, c'est chiant. En vrai, Manu, c'est une vraie bonne question. Pinot et Gaudu ont déçu cette semaine. Pinot, c'est en cours. Pinot, c'est en cours. Là, d'ailleurs, le Tour de Suisse se joue actuellement. On sera curieux de voir qui a gagné aujourd'hui. Gaudu a déçu dans ce Dauphiné, et c'est important de le dire parce que c'est lui le leader potentiellement français, celui qui représente les plus gros espoirs français pour ce Tour de France. Mais par contre, aujourd'hui, il y en a un qui, sans faire de bruit, qui sort d'un Giro qu'il aurait dû gagner, voire faire un podium, qui est tombé malade et qui vient d'annoncer sa participation au Tour de France. C'est Romain Bardet, et c'est à l'heure actuelle celui qui semble donner le plus de garanties pour faire les meilleurs résultats sur ce Tour de France. On rappelle qu'il a déjà fait 2 fois podium. Il a gagné le Tour des Alpes cette année. C'était sûrement le plus fort sur le Giro il y a un mois maintenant. Je pense que c'est pas du côté de la FDJ qu'on aura le coureur français qui va le plus se montrer, en tout cas pour le classement général. Et on a hâte d'y être, bien sûr, ce Tour de France qui va commencer maintenant dans quelques semaines. Bien évidemment, Roulib sera là pour vous faire vivre tout ça. On peut déjà annoncer des choses, Polo? Déjà, toujours l'hebdomadaire qu'on fait, émission tous les mardis soirs sur Twitch. Demain, on parlera du Dauphiné, du Tour de Suisse. On va déjà commencer aussi à s'intéresser un peu au Tour de France. Une preview la fin juin du Tour de France et après une quotidienne tous les soirs à 19h sur la chaîne Twitch Roulib 101 où on débriefera l'étape du jour. On débattra avec Robin parce qu'on aime beaucoup ça. On se mettra. Joseph aussi. Et Joseph, oui, mais Joseph, il débat pas trop. Lui, il pose des questions et après il va boire un coup. Et on aime bien aussi les quiz avec Robin, donc ce sera l'occasion de se la mettre sur quelques quiz pendant un mois. Et bravo. Question. Je vois dans le chat Quintana, c'est Nairo Quintana. Quintana, Il est encore vivant, lui. C'est un 90, donc il a 32 ans. Il a le même âge que. Beaucoup plus vieux. Il a le même âge que Bardet. Bardet et Pinot. Il a toujours une tête de marqué. Et Peter Sagan, il est toujours là. Ouais, il est toujours là, mais il va moins bien là. Il a vu sur le tour, il participe au Tour du Suisse, il s'est très vite fait lâcher hier. Mais bon, on lui en veut pas. Lui, il peut regarder dans le rétro et se dire j'ai fait ma carrière. J'ai assuré quelque chose dans ma vie. Je tiens à vous féliciter, les gars. J'en profite. Je ne vous l'ai pas dit hors antenne. Bravo pour ce que vous avez fait avec Christophe Moreau. L'interview de Christophe Moreau, franchement, était top. On s'est régalé. Allez voir sur YouTube. Magnifique. First Team, ça parle de l'affaire Festina à cœur ouvert. C'est le cas de le dire. Et de la carrière de Christophe Moreau qui reste quand même le meilleur coureur français de 2000 à 2010, notamment au classement général. Et ça, faut pas oublier, dans une période qui était quand même très spécial. C'était une lueur d'espoir pour les Français qui regardaient le Tour au mois de juillet. C'est ça. Et Tom, tu peux retirer du chat. Il y a sous le pseudonyme Carlos 1886, un Français gagner le Tour de France, c'est comme un tennisman français gagner Roland Garros. Là, les applaudissements, c'est lui. Il y a un moment, j'ai été grillé, excusez-moi. Je l'ai dit, t'es en plateau aujourd'hui. Les gars, on va passer à 4 roues désormais et puis au gros moteur parce qu'il y avait, il y avait de la Formule 1, il y avait de l'IndyCar aussi ce week-end, mais surtout bien sûr il y avait du cyclisme aussi, mais il y avait surtout bien sûr la blague redondante. Ouais, mais je me suis dit si c'est la dernière de la saison, je vais éviter de la faire. Donc voilà, il y avait les 24 heures du Mans, les gars. Il y a eu un véritable triomphe, en tout cas pour Toyota. Toyota sans partage, c'est comme ça qu'on a décidé de titrer aujourd'hui pour évoquer les 24 heures du Mans. Toyota qui a signé un 5e succès grâce à la numéro 8, conduite notamment par Sébastien Buemi, Brendan Hartley pour tous les passionnés de Formule 1. Rosso, Sébastien Buemi. Exactement, et Brendan Hartley aussi également. Ça va rappeler bon souvenir à tous les passionnés de Formule 1
qui nous regarde. Et puis le troisième, c'était Ryo Hirakawa, la firme japonaise qui s'est même offert un doublé puisque la deuxième place a été prise par la numéro 7 composée du trio Conway, Kobayashi et Lopez. Alors Toyota rentre encore un peu plus les gars dans l'histoire et rejoint notamment au nombre de victoires Porsche et Audi, c'est quand même pas rien, surtout quand on repense au début de Toyota en endurance, où ils avaient souvent la meilleure voiture en termes de performance, mais ils n'arrivaient jamais à amener cette voiture à la ligne d'arrivée. Donc preuve qu'ils ont eu raison en tout cas de travailler et de ne rien lâcher les ingénieurs japonais du côté de chez Toyota. Un succès, il faut le dire, en plus qui s'est construit vraiment avec autorité. Ils ont écarté très très vite la concurrence. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs le départ des 24 heures du Mans. Ça reste une course d'endurance, ça dure 24 heures. On a commencé premier virage, je croyais que c'était un Grand Prix de Formule 1. Énorme carton, de la tôle partout, etc. Bref, il n'y a pas eu énormément de suspense dans cette édition des 24 heures du Mans, si ce n'est de savoir justement laquelle des deux Toyota allait l'emporter. La numéro 7 notamment a longtemps mené, mais dimanche matin, peu avant 8 heures, la numéro 7, on rappelle vainqueur notamment de la dernière édition des 24 heures du Mans, a connu un problème électronique, ce qui lui a fait perdre notamment la tête, ce qui l'a relégué à un tour de la numéro 8. Et puisqu'on parlait de la numéro 8, on notera quand même que Sébastien Buemi, qui a eu un passage en Formule 1, je pense peut-être un peu sous-coté, je ne sais pas ce que tu en penses toi Hamza, c'est quand même offert une 4e victoire personnelle au Mans. Voilà. Et puis côté français, parce qu'il faut quand même en parler, il n'y a pas eu que des réjouissances. Alpine qui était présenté comme... en hypercar, en tout cas, le grand rival de Toyota a connu un véritable calvaire. Ils ont eu des séries d'avaries en cascade qui les ont relégués au-delà, bien sûr, du top 20. Et puisqu'on parle des Français, il y avait aussi une grande célébrité qui était engagée. Là, cette fois-ci, c'était en LMP2 avec, sur le Team Oreca, Sébastien Ogier, qui était notamment... adoré, parce que j'ai lu. Exactement. Il a passé un sacré moment. Lui qui a quitté le... Alors, il avait participé notamment au Monte-Carlo, mais il veut vraiment se concentrer, bien sûr, sur l'endurance, notamment, où il est engagé en LMP2 aux côtés de Charles Milesi. Et notre ami Sébastien Ogier, s'est classé 11e donc, de sa catégorie, la LMP2. C'est juste en dessous, bien sûr, des hypercars. Et puis, qui dit 24 heures du Mans dit forcément célébrité. Michael Fassbender, l'acteur, a lui terminé 16e des GTE AM. Alors les AM en fait c'est une catégorie qui est composée en fait de pilotes, d'équipages de pilotes qui sont composés à la fois d'amateurs et de professionnels. Voilà, il y a des mélanges des genres. Michael Fassbender était bien sûr un amateur. Dempsey l'avait fait aussi. Patrick Dempsey, en effet, l'avait fait. Il avait monté, je crois, par la suite son écurie. Et Fassbender a connu 2 passages dans les graviers. Il a terminé 16e de sa catégorie. Mais voilà, c'est toujours un moment très important. Et puisqu'on parle des 24 heures du Mans, les gars, j'ai quand même essayé de suivre d'un œil tout ça. Je ne suis pas le plus grand anglophone qui existe en France, mais on avait Leslie Boitrel qui était sur un canal international et qui nous a régalé. Elle m'a dit de vous faire des bisous. Donc j'en profite. Leslie est fantastique. Nous, on l'a eu sur le Giro avec les rois de la pédale. Dès que c'est de la F1 ou des sports ou du cyclisme, dès que ça roule, elle nous régale. Dès que ça roule, elle régale. C'est vraiment la famille. En plus, on l'avait reçue ici avec les pistonnets. Tout à fait. Elle était venue. Exactement. Et on devait la faire revenir pour parler un peu vélo aussi. N'hésite pas. Après, ce week-end, elle était bien. Elle était avec Anthony Davidson et avec Tom Christensen. Petit week-end, il va y avoir en pire. Juste petite correction, et tu as bien raison, mon cher Ozoltar. C'était bien la team Richard Mille et pas bien sûr Oreca. Oreca, c'était bien sûr le châssis de cette voiture. J'ai 2 questions pour toi. Vas-y. Sébastien Bourdet était là ce week-end. Ouais. Et est-ce que Sébastien Bourdet n'était pas coéquipier de Sébastien Buemi à l'époque Vettel. De Vettel. Et par la suite, peut-être de. Il n'a pas été avec Buemi chez Toro Rosso. Le duo Toro Rosso, Buemi-Bourdet. Ouais. J'ai un doute. Tu me mets un doute. Je me posais la question, peut-être que dans le doute aussi, quand Vettel monte chez Red Bull, il me semble qu'il fait une demi-saison chez Toro Rosso. Il est remplacé par Alguersuari. Mais dites-nous, si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. La question. Et je me posais du coup une question un peu plus globale. Il a eu quelques mésaventures, notre ami Sébastien Bourdet, d'ailleurs. J'ai lu ça aussi, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas. Les 24 heures du Mans à l'international, tu vois, je pense beaucoup aux courses d'endurance aux États-Unis, tu vois, à l'IndyCar, etc. Ça a quoi comme résonance à l'international, les 24 heures du Mans? Je sais pas si. C'est toi qu'il faudrait poser la question. C'est toi qui voyage aux États-Unis, l'envoyé spécial. Non, mais pour le coup, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est vrai que dans la culture de sport automobile américain,
par exemple, tu as 2 événements majeurs qui se passent à Daytona à 15 jours d'écart. Tu as les 24 heures de Daytona et les Daytona 500 et en NASCAR. Et les Daytona 500 sont bien plus populaires que les 24 heures de Daytona. Mais il y a quand même cette culture et ça reste une course qui fait rêver à travers le monde. Et tu le vois bien avec l'engagement de certaines vedettes, la présence de certaines stars aussi également dans les paddocks. Et d'autant plus qu'avec désormais la nouvelle catégorie Hypercar, alors je vous évite toutes les explications, de vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est la nouvelle catégorie reine en endurance. Il y a cette idée, si tu veux, avec l'engagement de plein de constructeurs qui vont arriver. Peugeot va arriver, on a Ferrari qui est dans les tuyaux. Enfin bref, on a beaucoup de constructeurs qui vont arriver sur cette catégorie Hypercar. Et il se dit, enfin, il y a LMDH et LMDE, si je dis pas de bêtises, bref. Et si tu veux, il se dit que la FIA aurait peut-être une bonne idée cette année, c'est de ne pas mettre de Grand Prix de Formule 1 à l'avenir en même temps que les 24 heures du Mans pour permettre potentiellement à un Charles Leclerc de monter dans la Ferrari, pour permettre potentiellement à un Max Verstappen, puisqu'on sait qu'il peut y avoir un accord entre Red Bull et le groupe Volkswagen à l'avenir, de participer aux 24 heures du Mans. Et pour le coup... Il n'y a pas Porsche aussi qui va... Si, complètement, qui va revenir en Formule 1 via le groupe Volkswagen. Et donc, si tu veux, ce qui se dit, et d'ailleurs, beaucoup de pilotes de Formule 1 ont été interrogés ce week-end sur le sujet, il se dit que ça pourrait être une pige extraordinaire un petit peu dans leur saison et sortir du giron F1 l'espace d'un week-end. Ça serait extraordinaire de retrouver des grands pilotes, on va dire, dans ces bolides en dehors de la Formule 1 et se tirer la bourre aux 24 heures du Mans. C'est LMH et LMDH. Merci beaucoup aux Zoltar. Heureusement qu'il y a des spécialistes en tout cas qui nous regardent. Spécialiste Manu, Buemi était bien avec Bourdet chez Toro Rosso. Ben voilà, je pense que c'est sur la dernière demi-saison de Sébastien Bourdet en Formule 1. C'était voilà, spécialiste aîné, il est ici. Tu fais quoi toi lundi prochain? Parce que peut-être une invitation à te proposer. Je serai là, Manu, hein, c'est tout ce que je peux te dire déjà. Oui, c'est vrai. En plus qu'on trouve un réalisateur. Les gars, 2 images de la semaine. J'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé cette émission en disant que j'avais envie de faire plaisir à des gens autour de ce plateau. J'ai envie de faire plaisir à mon ami Tom Chiaravino. J'ai envie de faire plaisir bien sûr à mon ami Hamza Ramani. Regardez un petit peu ce but que je vous ai sélectionné. Un homme qui avait annoncé sa retraite il y a quelques mois. Finalement, il a décidé de rempiler en D1 Argentine, du côté de Sarmiento. Oui. C'est bien sûr monsieur Licha Lopez qui a mis un but, mais alors de toute beauté, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui a inscrit un but somptueux face aux Argentinos Junior. Je le vois là. Regarde. Allez, c'est que pour le plaisir. Il a toujours eu du toucher, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est magnifique ça. Il a retrouvé des cheveux. Il a pas changé de célébration. Écoute, en tout cas. il a peut-être pris le package Sébastien Vettel du côté de la Turquie, je ne sais pas. Je l'avais vu Licha sur un match au Racing à Buenos Aires il y a 2 ans. Buenos Aires. Je ne savais pas si Polo était je connais ton background un peu, Robin. Je sais les villes que tu fréquentes quand tu quittes la France. C'est vrai, ça arrive. Mais du coup, je l'avais vu faire. Il était blessé malheureusement, et il y avait le duo au Racing, Lisandro Lopez, Darius Vitanic. Avec Vitanic qui avait mis un péno le jour où j'y étais allé. Et Lisandro Lopez qui avait fait un grand coucou à tout le stade, parce qu'il est l'idole là-bas évidemment. Un grand souvenir. Exactement, ça rappelle un petit peu bien sûr la nostalgie de nos jeunes années de Ligue 1. Oui, en plus il y a du c'est la mode à Lyon. Il serait meilleur que Kadewere, je te le dis. Il y a du pognon à Lyon. Que la Casette. Ouh là, on verra. Le débat, peut-être on se garde ce débat pour la semaine prochaine. Ça tient à cœur, Manu. On va parler de Lyon de manière un peu plus globale. Et puis, alors Tom va nous parler de Lyon dans quelques instants. On va parler de Formule 1. Et pour parler de Formule 1, il y a une image qui était assez sensationnelle ce week-end du côté de Bakou, en Azerbaïdjan. Regardez cette image de Lewis Hamilton sortant de sa Mercedes W13 en souffrance, le dos complètement en compote. On dirait Erwan qui sort d'une mini. C'est vrai que ça ressemble pas mal à ça. Ouais. C'est pas mal trouvé. On sait que la Mercedes est atteinte de 2 maux, le marsouinage et le rebond, et qu'il a bu le calice jusqu'à la lie, Lewis Hamilton, en souffrance au moment de sortir de sa voiture. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques en disant qu'il faisait du cinéma parce que Mercedes serait en train de faire un petit peu de lobbying pour justement essayer de faire en sorte que la FIA prenne en compte ces problèmes de marsouinage et de rebond pour que on vienne à légiférer parce qu'ils sont très en retard sur le fait de régler ce problème. Honnêtement, je suis pas sûr quand même que ce soit complètement de la comédie comme nous dit Playteam 21, mais c'est vrai que c'est hallucinant. L'année dernière, on le voyait sortir de la voiture dans un tout autre état. Et comment ça se fait qu'en quelques mois, il y a ce problème qui apparaît? Parce qu'ils ont changé complètement, si tu veux, le règlement technique. Ils
sont revenus à ce qu'on appelle l'effet de sol, c'est-à-dire un appui généré par une caisse très très basse, un bas de caisse en tout cas très bas, et collé à la piste, alors qu'avant, si tu veux, l'appui était généré sur les ailerons qui sont sur la voiture en majorité. Et du coup, en fait, tu veux, chez Mercedes, on n'avait pas anticipé le fait que lorsque cette réglementation était déjà en vigueur dans les années 80, il y avait cet effet justement de rebond, c'est-à-dire que plus tu vas vite, plus tu as de l'appui. Donc ça veut dire qu'il y a un effet de succion au niveau de ta voiture, avec une voiture qui va être aspirée au sol, et dès qu'elle arrive au niveau du sol, elle est désaspirée, et puis c'est un effet de rebond. Les autres équipes n'ont pas ce problème-là? Alors, Mercedes semble être la plus touchée au niveau de ce problème-là. Certaines équipes l'avaient anticipé, on pense notamment à Red Bull, qui a un ingénieur en chef qui s'appelle Adrian Newey, qui avait fait une thèse lorsqu'il était étudiant justement sur l'effet de sol, et qui s'était dit, tiens, ça va peut-être nous arriver, etc. Je connais. Mais en tout cas, Mercedes est vraiment touché parce que, si tu veux, ce phénomène est indécelable en simulateur et sur toutes les simulations en tout cas qui sont faites en usine. Ça se corrige dans une saison, ça, ou... Pour le moment, ça a l'air compliqué. Tu peux le corriger, mais tu perds en performance. Et tu perds en performance. Parce qu'il faut que tu réélèves on va dire, la hauteur de caisse. Et si tu relèves la hauteur de caisse, tu perds en tu vas moins vite. Manu, j'ai une petite question, je suis un peu piquant. Tu dis qu'il fait peut-être de la comédie. Est-ce que c'est pas parce qu'il est encore une fois battu par son jeune coéquipier aussi? Alors écoute, on en a parlé dans les pistonnés justement ce matin. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Je vais y aller alors. Pour te dire, Frédéric Ferret, qui est le grand reporter F1 à l'équipe, nous disait que si on regarde dans le détail les performances d'Hamilton et de George Russell, il n'y a pas un écart qui est si fou que ça. Il y a peut-être aussi parfois des réglages très extrêmes voulus par Lewis Hamilton pour essayer justement de compenser tous les problèmes de sa voiture. Maintenant on verra. On sait que, et Hamza aime le répéter à chaque fois dans les pistonnés, il y a une force de frappe au niveau développement chez Mercedes, il y a une force de remise en question, de résilience. Est-ce qu'ils arriveront à trouver la solution d'ici la fin de la saison? Ça, l'avenir nous le dira et on aura l'occasion bien sûr d'en parler avec vous. Mais cette image était vraiment frappante. Dernière info, parce que Toto Wolff, après ce Grand Prix, nous a dit, il nous a dit, enfin, pas à nous directement, mais aux médias, et nous on a lu, il a dit voilà, toujours dans cette idée de lobbying vis-à-vis de ces problèmes-là, il a dit il va falloir trouver une solution parce que, par exemple, Lewis Hamilton pourrait être forfait pour le prochain Grand Prix qui aura lieu le week-end prochain à Montréal du fait de ses problèmes de dos. Lewis Hamilton, bien évidemment, qui a mis un post Instagram il y a à peu près 4 heures pour expliquer que non, il serait bien présent du côté de Montréal. On n'en avait absolument pas douté. Voilà. Et puis Baltarok qui nous dit la saison de trop pour Lewis Hamilton. Baltarok, je t'invite à aller voir la chaîne First Team Sport avec un S. Il y a une très belle émission des pistonnés qui sera retrouvée ce mercredi et qui répondra exactement à cette question. Je laisse le suspense parce que je sais que tu as envie de te régaler sur cette très belle vidéo. La Formule 1, on continue d'en parler, les amis, avec non pas la perf de la semaine, mais la contre-performance du week-end. Alors le mot de Tom, ce sera pour tout à l'heure, c'est promis, mais juste avant, on parle un petit peu Formule 1 bien évidemment, avec la contre-performance de Ferrari, sale coup à Bakou, voilà, le titre est facile et je pense que tout le monde l'a fait depuis hier, double abandon pour Ferrari du côté de Bakou, une série d'ailleurs qui fait mal. Alors déjà, le double abandon, on le rappelle, c'est une première depuis le Grand Prix d'Italie 2020, au moment où Ferrari était au fond du trou, 4 pole positions sur ces 4 derniers Grands Prix pour la Scuderia, 0 victoire, ça c'est un triste record qui datait, je crois, du début des années 2000 et de Juan Pablo Montoya. Et puis depuis Imola, surtout, il y a une constante qui fait peur. Red Bull a inscrit 224 points, Ferrari en a inscrit 95. On est déjà au 3e doublé de Red Bull en 2022. Je suis désolé, je suis en train de déprimer mon ami Hamza. Et la conséquence, c'est qu'on a un Verstappen qui s'envole, 34 points d'avance sur Leclerc. On rappelle qu'une victoire coûte 25 points, peut te rapporter 25 points, 1 point si tu as bien sûr le meilleur tour dans une course conventionnelle, et Ferrari compte 80 points de retard au constructeur. Voilà la question que j'ai envie de te poser, et je me retourne tout de suite vers toi Hamza. Est-ce que tu as perdu tout espoir en la Scuderia Ferrari après ce week-end? Est-ce qu'on parle de la saison ou est-ce qu'on parle de plusieurs saisons? Parce que sur 2023, 2024, 2025, non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les prochaines saisons, je ne suis pas forcément inquiet parce qu'effectivement, on en parlait ce matin dans cette formidable émission qui s'appelle Les Pistonnés. À retrouver sur la chaîne First Team. Voilà. Non, mais en fait, au niveau du moteur, ils ont la performance. Là, c'est un problème de fiabilité. La fiabilité, ça se règle. Et sur les prochaines saisons, s'ils règlent plus ou moins rapidement ce problème de fiabilité, ils seront suffisamment performants pour jouer le titre mondial. Maintenant, sur cette saison 2022,
C'est compliqué de répondre à cette question. On sait que Ferrari a été très agressif dans le développement. Ils avaient fait assez rapidement le choix de partir sur 4 moteurs et d'assumer une pénalité à un moment dans la saison, comme l'a fait Mercedes la saison dernière. Là, le moteur de Leclerc qui a cassé hier, il est déjà irrécupérable, ce qui fait qu'on pourrait même avoir un 5e moteur à mettre pendant la saison. Ça, c'est à voir comment Ferrari parvient à gérer ses moteurs. Il a déjà perdu un moteur à Barcelone, Leclerc. Mais ouais, tout à fait. Le problème en fait, ça touche même les moteurs Ferrari. On l'a vu hier avec l'abandon c'était Magnussen, qui lui aussi a un problème moteur. Carlos Sainz, lui, c'est plutôt un problème hydraulique hier, mais c'est désespérant, honnêtement, c'est désespérant parce que ça arrive. Je veux dire, la saison dernière, Ferrari jouait pas le titre. La saison dernière, au niveau de la fiabilité, ils étaient royal, tout se passait bien, ils ont finalement terminé 3e du championnat devant McLaren, mais il n'y avait pas d'enjeu majeur pour Ferrari. Et au moment où tu as l'enjeu majeur, à savoir lutter pour le titre pilote et le titre constructeur, ces mêmes problèmes surviennent. C'est rageant, honnêtement, c'est rageant. Alors, c'est rageant parce que cette voiture, on sent qu'elle a du potentiel. On l'a dit depuis le début de cette saison. Après, il va y avoir la course au développement qui va aussi niveler un petit peu les choses et peut-être pourrait permettre à Ferrari de repasser devant. Mais c'est vrai que si tu fais le bilan, on disait depuis Imola, Red Bull a pris 224 points, Ferrari en a pris 95. Si tu fais le bilan des erreurs de Ferrari ou des problèmes rencontrés par Ferrari, tu as la fiabilité qui pose clairement question. Et je parlais de la course au développement. Ferrari va falloir qu'il se concentre justement sur retrouver de la fiabilité avant peut-être de développer de la performance, puisqu'il y a des budgets capés désormais et que tu ne peux pas tout faire. Il y a aussi, et ça c'est malheureusement, on l'oublie un petit peu, l'erreur stratégique du côté de Monaco. Il y a encore une fois un problème au stand alors que le call était bon lorsque Verstappen rentre pendant la virtual safety car. Tu as, bref, et tu as aussi le sentiment que Sainz est en galère avec cette voiture, ou en tout cas qu'elle n'est pas du tout adaptée à son pilotage. Et on a vu en début de course un Charles Leclerc qui était complètement esselé et pris en sandwich par ces 2 Red Bull. C'est vrai que le constat, on est qu'au tiers de la saison et on cesse de le répéter, les saisons sont de plus en plus longues en Formule 1. Il y a 10 ans, c'était des saisons de 15-16 Grands Prix, on en est désormais à 22 Grands Prix, donc quelque part, des choses comme il s'est passé hier, tu pourrais te dire, ça peut être pondéré un petit peu plus tard dans la saison par des soucis qui seront rencontrés par Red Bull, mais c'est vrai que quand tu mets bout à bout tout ce qui s'est passé depuis 4 courses, en fait, c'est ça, tu dis c'est l'accumulation est énorme. C'est l'accumulation parce que, encore une fois, la Formule 1, on disait ce matin, la Formule 1 c'est un sport mécanique et ça a toujours existé. Les bris mécaniques, les casse-moteurs, ça fait partie de la Formule 1. Lewis Hamilton en 2016, il perd un championnat à cause d'une casse-moteur alors qu'il caracolait en tête du Grand Prix de Malaisie. Ça a toujours fait partie de l'histoire et de l'ADN même de la Formule 1. Mais lorsque, sur le Grand Prix précédent, tu as un problème de stand, au stand, tu as des stratèges qui prennent peut-être pas la bonne décision, Leclerc qui attend quelques secondes, qui perd encore quelques secondes. Si au moins tu étais irréprochable au niveau de ton équipe, de la manière d'aborder les courses, là, c'est même pas le cas. C'est ça qui rend... Après, encore une fois, le championnat n'est pas fini. On a passé un tiers, je pense, de la saison. Les problèmes aujourd'hui que connaît Ferrari, rien ne me dit que Red Bull ne connaîtra pas les mêmes problèmes tout au long de la saison. Il a déjà connu historiquement à Mercedes et à Red Bull d'avoir deux problèmes, 2 fois out en 3 semaines sur... Ça arrivait à Red Bull en début de saison, si tu regardes. Après, c'est vrai que c'est une saison assez particulière parce que c'est une saison où à la fois tu as un tout nouveau règlement technique qui fait que, en définitive, tu as quoi juste le volant qui reste similaire par rapport à... Sur toutes les pièces sur une voiture, tu n'as que le volant qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Il y a aussi eu le fait, si tu veux, qu'il y a eu un gel des moteurs, en fait un gel de performance au niveau des moteurs, c'est-à-dire que tu ne peux pas travailler sur la performance de ton moteur désormais, et ce pour plusieurs années. Par contre, tu vas pouvoir travailler sur la fiabilité. Donc on pense aussi que Ferrari a, si tu veux, pour avoir un moteur qui soit vraiment a mis la barre très très haute en termes de perf, en se disant de toute façon, puisqu'on pourra travailler justement sur la fiabilité du moteur, valait mieux prendre des risques, aller chercher la perfo, que à se dire on va prendre un moteur peut-être un peu moins bon, mais par contre qui finit les courses. Donc ça, voilà. Manu, j'ai juste une question de novice et je l'ai vu passer dans le chat. C'est comment on peut expliquer qu'une voiture marche au début et perd en fiabilité au fil d'une année? Alors, c'est vrai que je crois qu'à Barcelone... La question du moteur, par exemple, le moteur, c'est peut-être une constante chez Ferrari cette saison, parce que Ferrari n'est pas la seule équipe touchée par ces problèmes de moteur Ferrari. Plus tu accumules le nombre de courses, plus le kilométrage s'accumule sur le moteur. Mais le moteur de Leclerc, là, il n'était pas quasi neuf, du coup? Alors, d'abord, sur cet aspect... En fait, c'est une théorie qu'a balancé Toto Wolff, un média, je crois, un média allemand. En fait, il suspecte que le moteur Ferrari soit
assez fragile lorsque tu accumules le kilométrage. Ce qui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la volonté peut-être de Ferrari de partir rapidement sur un 4e moteur, quitte à assumer une pénalité, parce que le moteur est certes performant, mais il n'est pas suffisamment fiable au point de faire 5, 6, 7 courses. Ça, c'est le premier avis. Après, sur la deuxième question, effectivement, la question que tu te poses, en fait, il faudrait trouver la cause. Peut-être qu'il y a une cause différente. Là, il n'y a pas eu de communication encore de la part de Ferrari, donc on est forcément dans le flou, on suppute. J'aurais tendance à attendre une communication officielle si elle arrive. Encore une fois, c'est pas sûr. C'est jamais sûr avec Ferrari. mais c'est rageant parce que Charles Leclerc, il en est, je crois, à 6 pôles cette saison. 6 pôles position. Ouais, 6 pôles position, 2 victoires. D'ailleurs, dans sa carrière, Max Verstappen a plus de gagnés de courses avec une pole obtenue par Charles Leclerc que Leclerc lui-même. 5 victoires pour Verstappen, 4 pour Leclerc. Mais ce qui est fou avec Leclerc, c'est on le lit de plus en plus, c'est genre tout le monde parle du chat noir de Charles Leclerc. Et on sait que dans le sport, mentalement, c'est toujours compliqué quand tu as des phases de crise de confiance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais encore plus dans le sport auto, quand tu es tout seul dans ta voiture, je pense que sur la longue, ça peut quand même jouer dans sa tête. On sait qu'à Monaco, c'était très compliqué parce que c'est la course de sa vie. Bien sûr. Et il n'arrive jamais à finir, sauf cette saison. Est-ce que ça peut pas aussi lui causer du tort sur cette saison, évidemment, mais sur le reste de sa carrière? Alors, la Ferrari, en tout cas. Je sais pas, ça reste l'enfant de Ferrari quand même. Et puis tout ce qui lui arrive, que ce soit des erreurs stratégiques, des erreurs au stand ou des failles. Il y en a qui sont pour lui quand même. Imola, c'est pour lui, non? De fiabilité. Mais à part ça, t'as pas de grosses erreurs de Charles Leclerc. En tout cas, pour cette saison. En fait, Imola, c'est lui qui sort. Le ratio, il est très largement au niveau responsabilité, il est très largement sur Ferrari. Après, évidemment que Charles Leclerc... et c'est là, en fait, où c'est compliqué de demander à un pilote, d'autant plus pour un pilote comme Charles Leclerc qui découvre, c'est la première fois de sa carrière qu'il joue, qu'il a le potentiel et qu'il a la voiture pour jouer le titre. C'est ce qu'a connu Max Verstappen la saison dernière. Verstappen, moi le premier, je m'attendais peut-être à ce qu'il commette quelques petites erreurs, plutôt dans la gestion émotionnelle. C'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et Verstappen, finalement, il a été dur tout au long de la saison, mais ça a toujours été le cas. Il a été, je trouve, qu'il s'est plutôt bien comporté vis-à-vis de ça. Je m'attendais à ce qu'il craque. Il n'a absolument pas craqué. Charles Leclerc, on n'a même pas encore l'opportunité de voir ce qu'il pourrait donner sous pression. Parce qu'effectivement, pour l'instant, la voiture ne suit pas. Alors ça, après, peut-être qu'à court terme, il peut y avoir un effet psychologique. C'est vrai que c'est rageant, on le voit. De toute façon, on l'a vu à son body language. Je voyais des images. Il y a Prototon qui nous disait dans le chat, avec l'image qu'on vous diffusait derrière, il a pris 20 ans. MDR, la photo, il a pris 20 ans. C'est vrai qu'on sent qu'il rage, on sent qu'il en a marre, etc. C'est plus, on va dire, à moyen, très long terme. On sait qu'il est sous contrat, je crois, avec Ferrari jusqu'en 2024, si je dis pas de bêtises. Il y a déjà dans les tuyaux la possibilité de prolonger. C'est l'enfant de Ferrari. Si tu veux, c'était le filleul de Jules Bianchi qui était programmé à monter dans cette voiture rouge. Bref, c'est vraiment... Il a été choisi par Ferrari, d'ailleurs, au moment où il a été associé à Sébastien Vettel. Il faut savoir que Ferrari a fait un choix et a décidé de couper un quadruple champion du monde pour en faire le numéro 1. Donc aujourd'hui, ce serait de la science-fiction de dire, on imagine Charles Leclerc excédé et quitter Ferrari. Maintenant, si cette situation-là se passe, alors déjà, il faudrait voir comment ça va se finir en 2022. Si elle se répète en 2023, en 2024, peut-être qu'il y aura peut-être une réflexion dans le clan Charles Leclerc, mais on en est vraiment très loin pour le moment. Et puis, on rappellera, alors je ne sais pas ce que ça vaut, parce que c'est vrai que cette série de 4 Grands Prix est terrible. On se rappellera aussi qu'il y a une série difficile pour Red Bull en début de saison, avec l'abandon notamment de Max Verstappen du côté de l'Australie. Il y a eu l'abandon aussi en tout début de saison, c'était quoi sur le premier Grand Prix ou en Arabie Saoudite. Et à ce moment-là, déjà, on se questionnait en se disant, mais est-ce que c'est pas la fiabilité qui va poser problème et qui pourrait coûter le titre à Red Bull? Donc voilà, il va falloir attendre de voir, mais le bilan comptable, c'est vrai qu'il est inquiétant. Il est inquiétant pour les supporters de la Scuderia Ferrari. Il est inquiétant pour tous les amoureux de la Formule 1 aussi, parce que aujourd'hui, tu as 2 Red Bull qui sont aux avant-postes. Alors certes, Sergio Pérez est à la lutte d'un point de vue comptable. Est-ce qu'il le restera jusqu'à la fin de la saison? Là, encore une fois, on vous invite à regarder une excellente émission qui sortira mercredi à midi. Mais il s'appelle Les Pistonnets. mais c'est vrai que à ce compte-là, l'expérience accumulée par Max Verstappen, par Red Bull, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a comme un doute, comme un premier doute en tout cas, sur le scénario et le suspense insoutenable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour terminer? Est-ce que la saison, elle est pliée ou Non, on pourra jamais dire. Je veux dire, on est des passionnés de Formule 1, on est aussi des journalistes. On pourra jamais dire, après la 8e
la 8e des 22 courses que comporte ce calendrier, on ne pourra jamais dire que la saison de Formule 1 est pliée. Par contre, je ne vais pas te mentir, à l'arrivée de cette course hier, je ne suis pas supporter de la Scuderia Ferrari, mais j'étais un brin défaitiste et déprimé de me dire ça va peut-être être une saison à sens unique si on continue sur cette ligne. L'année dernière, il y a eu une remontée incroyable de Verstappen. Non, c'était pas ça l'écart qu'il y avait à un moment, 35 points. Oui, et puis Mercedes, c'est ça. C'est que quand tu as connu la saison 2021 que l'on a connue, où à chaque fois tu te dis c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. À chaque fois, une équipe différente, tu vois. Tu prends du recul et tu te dis, après 8 courses, c'est absolument pas fini. Mais s'il y a un abandon complet de Verstappen et Leclerc qui gagne la course, il y a plus que 5-0. Le problème, c'est que Mattia Binotto, il l'a dit en plus, c'est que la prochaine course arrive trop vite et qu'ils vont pas avoir le temps de régler les problèmes qu'ils ont eu pas tous les problèmes qu'ils ont eu sur cette course. Donc on peut imaginer qu'il y ait un abandon plutôt côté Ferrari encore la course d'après, quoi. En fait, Montréal, c'est que ça correspond à quel type de voiture? Plutôt moteur, Red Bull, plutôt Ferrari. Enfin, un gros moteur. Ouais. Il y a une giga ligne droite, pas aussi importante que cette fake grande ligne droite de Bakou, mais c'est un circuit ça pourrait déjà être pour génial. Ferrari, hein. Tu pourrais partir sur l'avantage Ferrari en vue du Canada. Tu sais, il y avait un fameux dicton qui disait pour finir premier, il faut déjà finir la course. Il faut premièrement finir la course. C'est un petit peu ça. Après, je vois un message très intéressant de Durska qui nous dit il reste 15 Grands Prix. Alors, je crois que c'est 14, il me semble. Mais c'est vrai que si tu dois comparer, par exemple, aux années précédentes, par rapport au format du calendrier tel qu'il était il y a quelques années, c'est presque une nouvelle saison qui commence, quoi, avec 14 ou 15 dates à voir. Donc non, mais c'est vrai que hier, ça a mis un petit coup sur la tête à tout le monde, sauf aux supporters de Red Bull, bien évidemment. Mais on verra, on suivra ça et on vous tiendra au courant, bien sûr, de l'avancée de cette saison 2022. Voilà, les amis. Pour ce qu'il fallait dire sur la Formule 1, tout de suite, on va se régaler, on va rigoler. On va se poiler très clairement. C'est le mot de Tom et ça va parler de l'Olympique Lyonnais, c'est généralement ses meilleurs papiers. On va se poiler. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Oh oui, Greg, il la sort. Mais opposé, Richard. Bravo l'OL TV. Et d'ailleurs, poiler, je tiens à m'excuser pour les jeunes qui nous regardent, bien évidemment, c'est une expression qui existait, mais il y a fort longtemps. Tom est avec nous aujourd'hui et c'est en tant que supporter lyonnais qu'il a vécu une saison absolument cauchemardesque. Pourtant, aujourd'hui, il a le sourire, c'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Content de vous retrouver pour cette chronique sur l'OL. Un peu triste parce qu'il manque Thomas Erwan quand même. Thomas Erwan, breton du Sud, remplacé par Hamza. Et après, on va me dire que le grand remplacement n'existe pas. Bon, après, tu perds un grand chauffe-pâte, tu récupères un mec in shape et un peu bronzé, pas sûr que tu perds de change. Bref, parlons foot plutôt. Bon, vous le savez, je suis supporter lyonnais et ça a été une année compliquée. Alors oui, il y a toujours pire. J'aurais pu supporter Bordeaux, Saint-Etienne ou le Parti Reconquête. Mais quand même, une 8e place minable qui nous prive de toute compétition européenne l'année prochaine. Des histoires en interne qui sortent au grand jour, comme le fait que Marcelo a été viré de l'équipe parce qu'il a pété durant un discours. Bon, il s'est quand même défendu en disant qu'il n'avait pas fait exprès. La carte de l'incontinence, bon, pas sûr que ça marche pour l'OL. Dans un EHPAD, pourquoi pas. L'OL, bon, pas sûr. La honte, quoi. Viré pour un pêche. Je peux vous dire que ça a choqué pas mal de monde dans le monde du sport, surtout les rugbyman. Marcelo, s'il avait pété dans le vestiaire du Stade Toulousain, il aurait été promu capitaine. Donc, bon. Donc vous l'aurez compris, d'un point de vue sportif, c'est une saison cata. D'un point de vue extra-sportif, c'est une saison pétée. Et c'est clairement la meilleure blague de cette chronique. Il y avait donc peu de perspectives ensoleillées pour la suite. Et pourtant, en une semaine, tout s'est éclairci. Ouais, parce que tout a bougé cet été du côté de l'OL, notamment avec le retour d'un joueur déjà. Ouais, Alexandre Lacazette fait donc son grand retour à Lyon et honnêtement, je l'avais pas vu venir. Il y avait des rumeurs et tout, mais bon, l'année dernière, on nous a annoncé le retour de Karim Benzema. On a cru qu'il allait revenir jouer avec Toko et Kambi pour l'amour du club. On avait oublié qu'il aimait aussi le football. En tout cas, Alexandre Lacazette, lui, is back. Alors oui, les mauvaises langues vont nous dire qu'il a mis que 4 buts en première ligue cette saison, soit moins que Mason Greenwood, qui a été transféré en prison à la mi-saison, je rappelle. C'est vrai que c'est pas le meilleur Lacazette qu'on ait connu, mais il était plus du tout en confiance, en tout cas chez les Gunners. Il avait fait le tour. Et ce retour à l'OL, ça peut faire du bien. Ça fait toujours du bien de rentrer à la maison. Moi, par exemple, quand j'avais été viré de Domino's Pizza, alors que j'avais d'énormes perspectives, j'étais rentré au domicile familial comme Alexandre Lacazette. J'étais perdu. Je venais de laisser passer la chance d'une vie. Et ma famille m'a poussé à y croire. Et derrière, je suis devenu préparateur de commandes à Carrefour. Alors oui, oui, on dirait un scénario de film, mais non, c'est bien ma vie. Et si ça peut en inspirer certains, tant mieux. Puis pour Lacazette,
je vais vous dire, je l'attends même pas tant sur le côté sportif. Alors évidemment, j'espère pas non plus qu'il vienne faire son jubilé, parce que ça ferait doublon avec Boateng. Mais moi, je le veux en tant que cadre dans les vestiaires surtout, parce qu'il y a trop de mecs qui n'ont pas mouillé le maillot cette saison. Pour certains, l'OL, c'était le Club Med, genre Emerson avec son coupe au gel et son flow à gérer les cours d'aquagym. Et les meufs en même temps, ça c'est les gens que je déteste. C'est top 2 des gens que je déteste dans ma vie, avec les joueurs de Diabolo, évidemment. Ce retour de Lacazette, c'est aussi quelque part le retour de l'ADN OL. D'ailleurs, les rumeurs Tolisso vont dans ce sens. Pour remettre en avant la formation lyonnaise avec des anciens joueurs pour les encadrer. Et ça, quelque part, ça fait kiffer. Alors, il y a donc la venue, tu l'as dit, de Lacazette, mais il y a surtout l'arrivée de cash, l'arrivée d'un investisseur. Ouais, ça y est, on est blindé, mon gars. 600 millions d'euros. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas a déjà prévu des achats cet été. 3 nouveaux toboggans pour le parc OL. Donc non, l'arrivée de ces nouveaux investisseurs, ça donne évidemment de belles perspectives pour le mercato estival, parce qu'il y a un énorme chantier quand même. Lyon veut déjà beaucoup vendre, dégager des joueurs comme Kadewere, qui a sûrement sa place dans un stade, j'en doute pas, mais à l'entrée pour contrôler les billets. Et puis il faut recruter un arrière-gauche, un milieu aussi, puisque Tanguy Ndombele est reparti, ce qui veut dire quand même qu'à un moment il est venu. J'aurais bien aimé être prévenu quand même. Après, un investisseur ne veut pas toujours dire réussite assurée, surtout qu'on parle d'un gars, Foster Gillett, qui a presque mis en faillite Liverpool à l'époque. Heureusement, nous on est censé avoir Papy Aulas qui veille au grain. Bon, après, depuis quelques saisons, j'ai l'impression qu'il accorde plus d'importance au match Tinder qu'à ceux de l'OL. Mais du coup, je suis un peu inquiet, parce que d'un côté, on nous vend le retour de l'ADN OL, et de l'autre, on nous ramène un investisseur américain, censé nous faire changer d'air. Du fait maison d'un côté, du fast-food de l'autre, l'andouillette et le McDo. Bon, on a du mal à les voir mariés, certes, un peu comme François Hollande et Julie Gaillet, mais au final, ça marche, donc on verra bien. On est dans un tournant, et je crois surtout qu'on avait besoin de ça à l'OL. Vous le savez, moi, je suis un énorme nostalgique de la vie d'avant, du foot d'avant, et quand je vois Lacazette revenir à Lyon, quand je vois Ronaldo à United, Zlatan au Milan, mon frère au chômage, ça me ramène des années en arrière et ça me fait quelque chose. La nostalgie, finalement, ça vient toujours quand le présent n'est pas à la hauteur du passé, et Lyon tente à tout prix de revenir au temps des belles années. Attention quand même à pas se tromper. Merci mon Tom, c'est toujours ça, c'est cet alliage que l'on aime beaucoup. Je sais pas si c'est l'andouillette et le fast-food, mais c'est l'humour et les choses sérieuses en tout cas, et quelques balles perdues en effet, disséminées comme ça, balles perdues qu'on pourrait dire coup de bazooka dans les pompes même. C'était très bien. Juste vous faire agir très rapidement les gars. Prenez ce que vous voulez, soit le retour de Lacazette, soit l'arrivée de cet investisseur américain Gillett du côté de l'OL. Alors, peut-être même qu'on va partir sur l'investisseur très rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'OL? Est-ce que justement on a là le remède à tous les maux de l'Olympique Lyonnais depuis quelques années? Est-ce que c'est pas déjà une vision d'Aulas qui change et qui s'ouvre? C'est intéressant de voir qu'il cède des parts, même si les parts que reprennent le Gillett, c'est des parts que lâche Pathé et je ne sais plus quel est l'autre qui était l'autre actionnaire principal, enfin l'autre actionnaire minoritaire qui est racheté, mais Aulas cède aussi des parts, donc c'est peut-être déjà un premier signe intéressant pour ça. Alors après, moi c'est toujours ce qui m'intéresse avec les investisseurs américains. Vous attendez quelque chose. Nous, on en a su quelque chose pendant très longtemps aussi au Paris Saint-Germain. C'est tout ou rien. Et en général, quand c'est en France, c'est plutôt rien. Donc je suis curieux de voir. On va attendre. Voilà, le budget investi, c'est quelque chose. Le budget alloué au mercato, c'en est une autre. Et voir un peu comment tout ça se boutique. Mais pour l'instant, moi, j'y vois pas de feu rouge pour l'instant. Enfin, de drapeau rouge, plutôt, ça marche mieux comme ça. J'en vois aucun. Donc, c'est plutôt même intéressant pour la suite et pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vraiment c'est un problème d'oseille du côté de l'OL? Moi j'ai l'impression que c'est surtout un problème de gestion, un problème de prise de décision depuis quelques années. Je sais pas. Moi je pense. Ah ouais, Hamza, je pense c'est pour ça que ça nous a surpris aussi, c'est qu'il n'y avait pas de problème d'argent à l'OL. Le problème c'était pas l'argent, c'était comment il était investi. Et on avait l'impression depuis des années que c'était surtout investi dans OL Land et que finalement dans le marché des transferts, à part quelques coups bien sentis par Juninho comme Lucas Paqueta, on savait pas trop où allait l'argent. Maintenant, tu peux pas être contre le fait qu'on injecte de l'argent. Maintenant, on va voir comment c'est injecté. Polo l'a dit, ils ont repris donc les 40% de Pathé et de IDG. Ils vont reprendre aussi une part de celle de Jean-Michel Aulas, ce qui va dire qu'il va devenir actionnaire minoritaire. Il signe un contrat pour 3 ans et il est censé gérer cette transition avec cet investisseur américain. Ça va faire bizarre de voir Jean-Michel Aulas partir, ça c'est sûr et certain. Après, on sait que depuis quelques années, c'est plus Jean-Michel Aulas qui sentait aussi bien les coups dans la gestion d'un club. Donc aujourd'hui, avoir de l'argent, ce sera jamais une mauvaise chose. Maintenant, on n'a pas de directeur sportif à Lyon. Ça, c'est quand même très important. On le voit au PSG.
comment c'est important d'avoir un gars qui gère toute cette partie des transferts. Aujourd'hui, on a mis Bruno Chéroux, mais c'est clairement pas son level. Donc on a de l'argent maintenant, il va falloir des gens en place pour aller chercher des bons joueurs, pour mettre en place une idéologie. Et je trouve que amener en même temps, refaire revenir des gars comme Lacazette, comme l'idée Tolisso, je trouve que c'est pas mal dans le truc de... Tu te perds pas complètement dans un football où on se reconnaîtrait pas. Tu ramènes des cadres qui savent ce qu'ils doivent au club, à cette formation lyonnaise, et qui peuvent encadrer ces jeunes parce qu'on reste quand même une des meilleures académies en France. Hamza, Hamza. David hein Je suis désolé. Non, mais t'inquiète. Non, mais je te rejoins complètement. Pour moi, c'était pas forcément une histoire d'argent à partir du moment où tu étais, je crois, le 2e ou le 3e budget de Ligue 1. Donc, si tu n'as pas performé, en championnat, c'est que la manière de travailler n'était pas forcément la bonne. Quand tu vas chercher Karl Toko Ekambi, qui manifestement sort la saison de sa vie, à un prix quand même costaud, tu te dis que cet argent, tu peux peut-être mieux le réinvestir. En fait, c'est peut-être un manque d'idées. Je trouve que il aurait fallu un directeur sportif type Pablo Longoria à Lyon. Ça aurait été très intéressant parce que c'est un type de personnalité qui a beaucoup d'idées. Et avec l'argent de Lyon, ça aurait pu permettre à Lyon, justement, de répondre présent sur une saison où, par exemple, le Paris Saint-Germain a des défaillances, comme la saison dernière, et c'est Lille qui est allé chercher ce titre, alors que quand Paris n'est pas là, ça doit être un club comme Lyon qui va chercher un titre de champion et, dans le meilleur des mondes, performer en Coupe d'Europe. Juninho l'a fait, ce boulot-là de directeur sportif, à ramener des... Est-ce qu'il avait le réseau à Guimarães, en tout cas au Brésil, il avait un réseau. Il avait un réseau, ouais. Après, c'était aussi le fait d'être en place pendant des années qu'elle allait lui donner ce réseau. Et je pense que ça marchait plutôt bien. Après, ça marchait pas avec les coachs qui étaient en place. Et Juninho, lui aussi, avait pas envie de rester dans ce rôle-là. C'était plutôt ça le souci. Mais lui, en tant que directeur sportif, je pense qu'il faisait le boulot. Et pour moi, l'argent, c'est quand même très, très important à Lyon. Je suis d'accord, tu dois pas finir la saison 8e. Mais avec le budget que tu as, tu dois être, en tout cas, te battre pour les places de Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on parle de Tété, par exemple, à Lyon, qui fait quelques bons mois. Et la grande question, c'est de savoir combien veut le Shakhtar et est-ce que ça va être possible de le garder. Si tu as les sous pour payer les 25 millions qu'ils veulent et le garder, tu pars avec un ailier quand même où tu as des certitudes. Il est là depuis quelques mois, il fait des bons matchs. Alors que s'il part parce que tu peux pas faire le chèque, tu es condamné de nouveau à faire des coups. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi, Lyon. Ok, il y avait de l'argent à l'échelle de la Ligue 1, mais à l'échelle du foot européen, tu étais condamné à chaque fois de trouver la pépite, la perle rare. Parce qu'un Paqueta, maintenant, il vaut plus ce prix-là. Et tu l'as eu à ce prix-là parce qu'il était en galère à Milan. Mais sinon, tu ne l'as jamais. Et finalement, tous les joueurs, c'était un peu la même chose. Tu étais condamné à faire des coups. Avec du budget, tu peux te permettre autre chose que juste faire des coups. Tu peux t'aligner sur des joueurs que tout le monde veut. Moi, je suis toujours gêné quand on parle d'argent vis-à-vis des clubs européens. Oui, Lyon, c'est pas le budget du Real et ça n'a jamais vocation à être le Real Madrid. L'Ajax est à 1 seconde de faire une finale de Ligue des Champions. Villarreal cette année en Champions League. Villarreal cette saison. Mais c'est des coups. C'est t'es condamné à avoir le petit coup de réussite. Non, mais je pense que en fait, c'est pas une histoire de réussite. Je pense que ces clubs travaillent bien. C'est l'histoire de projet. Il y a une grande différence. Et l'Ajax, ils font pas finale tous les ans non plus parce que nous, on voit Lyon dans le prix. Oui, enfin, pardon, j'ai dit il vous. Je suis pas sûr que tu sois. Non, pas du tout. Non, mais ils éliminent Lyon en demi-finale d'Europa League il y a 3 ou 4 ans. Ils font des demi-finales de Coupe d'Europe régulièrement. Lyon aussi a fait un parcours européen super il y a 2 ans. Dans la bulle, c'était un peu différent. Mais malgré tout, c'était là. Il y avait des joueurs de Lyon qui ont crevé l'écran. Tout le monde parlait d'Aouar et de Cacré. Aujourd'hui, tu as l'impression que presque Aouar, il est fini pour le football, vu comment on en parle. Et quand tu dis l'Ajax ou Villarreal, ok, Villarreal, ils l'ont fait 1 fois en 10 ans. L'Ajax, ils l'ont fait 2 fois en 5 ans. Villarreal, en fait, nous, c'est Guingamp. Oui, mais on juge Lyon. On juge Lyon beaucoup plus durement parce qu'on les voit toutes les semaines, en fait. Alors que l'Ajax, on les voit pas toutes les semaines. Je pense qu'Hamza, il a raison aussi sur un truc, c'est que t'attends de Lyon qu'ils soient qualifiés en Ligue des Champions. T'attends de Lyon que lorsque le Paris Saint-Germain a une défaillance, c'est eux qui doivent être champions. Montpellier l'a fait en 2012, Lille l'a fait, tu l'as rappelé. Bon, Monaco, c'est un statut assez particulier. Il y a 2 ans, Lyon, ils font une saison incroyable. Oui, mais si tu veux, quand le Paris Saint-Germain n'est pas champion, c'est Lyon qui doit être. Depuis 2012, exactement. Donc c'est bien qu'un problème. La grande différence que disait Hamza, et c'était intéressant sur l'Ajax ou Villarreal, c'est qu'à un moment, le gros problème de Lyon, c'est qu'il y a 4 scouts. Et qu'on est peut-être un des clubs avec le moins de scouts en Europe. Et même dans le championnat de France, des équipes comme Auxerre ont plus de scouts que nous. Donc à un moment, faire des coups, c'est bien, mais il faut aussi se donner les moyens de pouvoir faire des coups. Et avec 4 scouts, c'est pas possible. Et tu perds Juninho, qui est le seul qui avait cette filiale brésilienne. Ce réseau brésilien. Aujourd'hui, je sais pas où on va faire les coups. Alors, on veut remettre en avant l'Académie lyonnaise.
Mais c'est toujours le problème de Lyon, c'est qu'à un moment, tu as besoin de résultats tout de suite. Et que oui, tu as des Loukeba, tu as des Maxence Cacré qui maintenant sont installés, mais il va te falloir des cadres autour un peu, aller chercher Tété, c'est très bien de le re-signer, mais pour moi, il faut faire 2 gros coups cet été, tu as de l'argent. Attention à la prétention aussi autour de l'Académie lyonnaise, il y a eu Karim Benzema, superstar, sans doute le prochain Ballon d'Or. Derrière, il y a eu des joueurs prometteurs, mais qui n'ont pas non plus confirmé au niveau international. Non. Mais des Fekir ou des Lacazette, ils t'ont quand même porté dans le championnat de France. Non, mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, où est Fekir et Lacazette est de retour à la maison, il y a une raison aussi, tu vois. Ouais, et que quand on parle du meilleur centre de formation Mais de français, toute façon, etc., oui, c'est un centre de formation qui travaille bien, mais il y a peut-être aussi un peu parfois de suffisance, voire de prétention autour de certains. Qui est pourrie par les blessures. Une Titi, Fekir, Tolisso, c'est une génération dorée qui aujourd'hui n'a pas le physique pour jouer au haut niveau. Mais s'ils étaient meilleurs, ils seraient plus à Lyon non plus. C'est que Benzema, ça a beau être une superstar, justement, il est parti encore plus tôt de Lyon qu'un Lacazette. Et Lacazette, s'il était meilleur, il ne reviendrait pas. Et s'il avait été encore plus fort, il serait parti plus tôt. Pareil pour Fekir. Donc finalement, que ta génération lyonnaise, que l'académie soit encore plus performante, c'est cool pour ton image et ton rayonnement en Europe. Mais pour l'équipe, ça ne va pas tant que ça la servir, parce que les mecs vont partir encore plus tôt. Exactement. Juste un mot pour répondre à Morel. Villarreal, c'est Guingamp de manque de respect pour le sous-marin jaune. Je parle en termes d'habitants. Non, mais je veux bien être clair. Je veux bien être clair qu'on ne parle pas de football, on parle petite ville, banlieue de Villarreal, banlieue de Valence, enfin vraiment. Exactement. 30 000 habitants, je sais pas. T'as bien fait de corriger Hamza, parce que là, sinon c'était foutu. Tu pouvais ni mettre les pieds à Valence, ni mettre les pieds à Guingamp, ce qui aurait été quand même Et Guingamp, il y en aurait plusieurs fois que l'autre. Bizarrement, je ne sais pas lequel. Allez les amis, on perd pas de temps, on ouvre le dossier de la semaine. Zidane au Paris Saint-Germain, on n'a aucune info, donc on ne rentrera pas dans la science-fiction. Mais on va essayer de se poser la question de savoir est-ce que c'est choquant ou pas que l'emblème de la ville de Marseille, et non pas du club de l'Olympique de Marseille, puisse venir dans la capitale et chez les on en parle tout de suite. Je tiens d'ailleurs à préciser, parce que je voyais quelques messages dans le chat, j'ai perdu le pseudo. Quelqu'un nous a dit « Mince, j'ai raté le mot de Tom, etc. etc. » Alors ça arrive, ne vous inquiétez pas, il y a des sessions de rattrapage bien sûr avec le replay de cette émission qui sortira au courant de la semaine, milieu de la semaine, généralement ça se passe aux alentours du mercredi. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que cette émission est désormais en podcast, donc vous pouvez la suivre bien sûr en audio, dans votre voiture, dans les transports et tout, etc. Sur Deezer, sur Spotify, exactement. Sur Apple Music, c'est disponible partout et c'est mis en ligne en podcast exactement au même moment que le replay sur YouTube. Donc maintenant, vous avez toutes les infos. Vous n'avez plus aucune excuse pour regardez où ça se passe. Exactement. Bon, regardez avec la vidéo parce qu'il y a quand même quelques beaux gosses autour de cette table, c'est très dommage. Merci. Ça vous donnerait. C'est pas en qualité. Ça vous donnerait un peu le sourire. Tom Servino est célibataire, hein, c'est important de le rappeler dans ces moments. Je suis célibataire. Je vous donnerai le numéro dans quelques instants, c'est promis. Mais avant cela, parlons quand même de Zinedine Zidane. Viendra pas. Alors que vendredi, de nombreux médias français et espagnols annonçaient un rapprochement entre Zidane et le Paris Saint-Germain. De nombreux démentis, dont celui de son conseiller historique Alain Migliaccio, ont parlé de rumeurs infondées, des fuites qui auraient d'ailleurs agacé Zinedine Zidane lui-même, qui selon les informations de Romain Molina aurait refusé à plusieurs reprises les avances parisiennes. Alors si Doha n'a pas encore abandonné la piste de l'ex numéro 10 français, le temps presse pour Paris qui aurait entériné en coulisses le départ de Mauricio Pochettino. Peu de solutions en plus existent actuellement sur le marché et avec la nomination de Luis Campos à la direction sportive, le nom de Christophe Galtier revient avec insistance. Mais les amis, aujourd'hui, on ne placera pas le débat sur le sportif, mais sur le côté philosophique. Parce que je sais que vous avez une énorme culture football, parce que je sais que vous avez des capacités de réflexion et d'analyse au-dessus de la moyenne, c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, et que beaucoup de supporters parisiens et marseillais ont réagi de manière virulente à cette possible arrivée de Zidane au PSG. Doit-on être choqué, je le disais tout à l'heure, si l'emblème de la ville de Marseille devenait le nouveau coach du rival parisien? Est-ce que cela écornerait l'image du club? Est-ce que cela écornerait l'image de l'entraîneur? J'ai envie d'avoir vos avis, sachant que j'ai un supporter du Paris Saint-Germain, un supporter de l'Olympique de Marseille, un supporter de l'OL et un supporter d'Arsenal qui va nous éclairer, je pense, sur tout ça. Sur la victoire. Non, mais au moins, lui, il sera neutre. Un peu plus neutre. Que toi, c'est sûr. Il y a les supporters de Marseille, il y a les supporters de Lyon qui détestent le Paris Saint-Germain et tu as les supporters du PSG. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, moi, je vais commencer par donner mon avis. Voilà, je vais commencer par donner mon avis. C'est une émission où le présentateur donne son avis. C'est une très bonne chose pour l'avenir du journalisme. Moi, les gars, c'est vrai que j'avoue, on a un petit peu parlé avec Hamza, je sais qu'il est complètement opposé à ça. Pour moi, Zinedine Zidane
a joué à Cannes. Cannes n'a jamais été un club ami de l'Olympique de Marseille. Zinedine Zidane a joué au Girondins de Bordeaux, qui a été le grand rival Surtout à l'époque. de l'Olympique de Marseille dans les années 80, la guerre Claude Bèze, Bernard Tapie. Aujourd'hui, et Zinedine Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille. Je sais que c'est un emblème, je sais que c'est une fierté pour la ville de Marseille. On a bien sûr en mémoire son portrait, je ne sais plus dans quel quartier c'est d'ailleurs, mais à Castellane, tout à fait. On sait que... Un petit logo Adidas. Hein. Et d'ailleurs, payé par Adidas, qui était une publicité Adidas. Moi, j'avoue que ça ne me choquerait pas de voir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, pour deux raisons. Déjà parce qu'on sait qu'il est très proche du Qatar. Pour deux raisons, parce que quelque part, il a déjà évolué chez des ennemis de l'Olympique de Marseille. Parce qu'on sait qu'il ne viendra jamais à l'OM. Et que, quelque part, il y a un projet... franco-qatari, on va dire, derrière le Paris Saint-Germain, et qu'il peut y avoir aussi une filiation avec certains joueurs, je pense à Kylian Mbappé, etc. etc. Je crois comme ça, tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve culotté, notamment au niveau de ton introduction, quand on dit Zidane n'a jamais joué à l'OM. Je pense que le monde le sait, Zidane n'a jamais joué à l'OM. Sure. Alors, je ne suis pas marseillais, je ne suis pas habitant de Marseille, je ne suis pas né à Marseille, mais je trouve aussi gonflé qu'on se permette de juger de l'émotion que doivent ressentir les habitants de Marseille vis-à-vis d'une potentielle arrivée de Zidane à Paris. Et je parle de l'émotion parisienne à l'inverse aussi, parce qu'elle existe. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'avoir l'émotion qu'il veut. Il y en a qui vont être indifférents, il y en a qui vont être furieux, il y en a qui vont être déçus, il y en a qui vont être peut-être contents, j'en sais rien. Mais ne pas voir le lien, je le dis souvent, on peut ne pas être d'accord avec moi, la France n'est pas un pays de football, mais dans ce pays qui n'est pas un pays de football, il y a une ville de football. J'ai eu la chance de faire pas mal de villes, j'ai pas fait Lens, j'ai pas fait Saint-Etienne, je tiens à le préciser, mais j'ai fait pas mal de villes en France. Marseille, c'est la seule qui, pour moi, est une ville de football. C'est vrai. C'est la seule qui a un lien fort entre le Marseillais, la personne, Marseille, la ville, l'Olympique de Marseille, le club. Il y a un lien que, si demain tu sors à Paris, tu vas à Lyon, tu vas à Guingamp, pardon, les Guingampais, décidément, tu vas à Rodez, voilà. Il n'y a pas ce lien. Marseille, c'est une ville de foot où il y a un lien fort entre ville, club et habitants. C'est quelque chose qui est inexplicable. Je ne peux pas te l'expliquer, mais c'est comme ça. Si demain, les supporters de l'Olympique de Marseille qui s'identifient en tant qu'habitants de Marseille à ce club, mais qui sont avant tout des supporters de Marseille, sont déçus de voir peut-être le plus grand joueur de la ville, de l'histoire de la ville, né dans cette ville, qui a vécu dans cette ville, qui a grandi dans cette ville, qui... ce sont ses propos, est allé au stade dans cette ville en tant qu'enfant, qui a donné le prénom d'une star de l'Olympique de Marseille à un de ses enfants, Enzo Francescoli, il faut quand même s'en souvenir. Si ces gens-là sont déçus par Zidane, qui a ouvert un complexe dans la région de Marseille, sa famille vit toujours à Marseille, dans sa région, c'est pour ça que je dis dans la région de Marseille, dans le Luberon. Qui, ici, peut venir ouvrir sa bouche et dire « Non, mais c'est ridicule, les supporters de Marseille ». On le sait tous que Zidane n'a jamais joué à l'Olympique de Marseille, mais ça n'empêche pas le droit d'être déçu. Après, l'autre question, c'est est-ce que Zidane, c'est un emblème de la ville de Marseille, avant tout, ou un emblème national ? Là, on peut entrer dans un autre débat. Mais personne aujourd'hui... Ça peut être les deux, d'ailleurs. Ça peut être les deux, parce qu'il y a un sentiment aussi d'identité à Marseille qui est très important. Et je tiens à rappeler, tout à l'heure, je parlais du lien qu'a le Marseillais par rapport à son club. Je tiens à rappeler que Zidane, il est déjà revenu au Vélodrome sous les couleurs du Real en tant que club. Il y a une partie du stade qui l'avait sifflé. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, il portait le maillot du Real Madrid. Je ne suis pas sûr que Zidane soit un ennemi ou soit... Non, je pense, encore une fois, je pense qu'Erwan serait plus compétent sur ce sujet, mais c'est une fierté pour les habitants de Marseille d'avoir un tel individu qui a marqué l'histoire du football, un ambassadeur même. Après... Alors justement, tu vois, il y a un message intéressant, c'est Sbelex qui nous dit, oui, ils ont le droit d'être déçus, mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'une trahison de la part de Zinedine Zidane? C'est peut-être là-dessus, et tu as eu raison, je trouve d'ailleurs ta démonstration est brillante, mais peut-être que c'est plus là-dessus qu'il faut mettre le curseur. Polo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, du coup, les masques tombent, je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas vrai. Si, hein, il faut le croire. Mais du coup, en tant que supporter parisien, moi déjà, je ne suis pas non plus archi emballé par la potentielle arrivée de Zidane d'un point de vue sportif. Du coup, au niveau de toute cette question, ça me permet justement d'avoir un espèce de regard un peu plus, avoir un peu plus de recul en fait sur cette situation-là et justement d'essayer de comprendre toutes les réactions, celle d'Hamza, celle de beaucoup de supporters de l'OM et de Marseillais
de Marseillais dans sa globalité, dans leur globalité, pardon. Et c'est intéressant d'avoir les éclairages d'Hamza parce que moi, je ne comprends pas, ni d'Eve ni d'Adam, le procès, c'est pas un procès, mais en tout cas, les velléités que peuvent avoir les Marseillais sur l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et je dis ça aurait pu être Zinedine Zidane arrive à Lyon, Zinedine Zidane arrive à Bordeaux. Ah non, justement, ce ne sera pas du tout la même chose. Pourquoi pas, du coup? Parce que Paris-Marseille. Mais moi, ça dépasse ça. Mais en fait, vous l'avez dit, mais c'est un joyau national. Et là, je trouve qu'on rédit trop à Paris-Marseille. Moi, on en parle dans la France entière. Ça saoule pas que les Marseillais, que Zidane signe au PSG. Moi, ça me saoulerait aussi. Parce qu'à un moment, on dit que les joyaux, ça ne s'achète pas. Et on a l'impression qu'on vit dans ce monde où le Qatar peut tout acheter. Et aujourd'hui, moi, vraiment, ça m'énerverait que le Qatar arriverait... On peut me parler du projet sportif très bien. Pour moi, ce sera l'argent. Arriverait à convaincre Zinedine Zidane par une masse d'argent assez forte, parce que le projet est très bien. Mais tu signes à Paris, donc il y a un truc en plus et c'est l'argent. Arriverait à acheter Zinedine Zidane. Et pour moi, ça, je ne peux pas le voir, parce que pour moi, c'est un joyau national, et que le PSG arrive encore à récupérer quelque chose par le biais de l'argent, le Qatar, ça me gênerait un peu. Alors, c'est peut-être un peu démago, je m'en cache pas. Est-ce que ce serait uniquement l'argent? Sans rire. Parce qu'il y a un risque pour Zizou d'aller au PSG. On en revient à cet éternel débat. Zizou, s'il vient au PSG, et en tout cas, je ne sais pas qui le souhaite, moi pas spécialement, et certains supporters, on va dire que certains supporters du PSG le souhaitent, et il n'y a que visiblement. Mais le PSG, c'est pas que l'argent du Qatar, encore une fois. C'est aujourd'hui un projet sportif, l'une des meilleures équipes d'Europe à coacher, et surtout un challenge sportif qu'aucune autre équipe, je pense, en Europe est capable de proposer à Zinedine Zidane. Au-delà de ça, on avait dit qu'on parlait pas qui trop parle là. Non, il a gagné tout ce qu'il pouvait gagner avec le Real, et je vais même dire... Et alors, il pourrait quand même aller dans d'autres grands clubs. Pour aller en équipe de France, je vois pas ils sont pas loin. De plus que... Ok, l'équipe de France, c'est un autre débat, puisque c'est une sélection, mais en tant que club, pourquoi plus Paris que Liverpool ou City? Parce que le challenge est plus important à Paris, dans un club qui pue la loose depuis maintenant quelques années, dans un club qui a les armes, dans un club qui veut remporter une Ligue des Champions, dans un pays qui n'en a gagné qu'une, qui a gagné que 2 Coupes d'Europe. Voilà le challenge sportif. Par rapport à Liverpool, qui encore une fois sort d'une finale de Ligue des Champions, qui en a fait 2 ou 3 ces dernières années, j'ai pas compté, je ne vais pas dire de bêtises. Un Real Madrid qui passe sa vie à remporter et à jouer des finales de Ligue des Champions. D'ailleurs, Zidane en sait quelque chose. S'il veut un club de loser, il va à la Juve et il leur fait gagner la Ligue des Champions. Et là, il y aura un sens par rapport à la Juve a déjà gagné la Ligue des Champions. Oui, mais ça fait 20 ans qu'il ne la gagne plus. Et moi, je trouve que jusqu'à maintenant, la carrière de Zidane, elle avait énormément de sens sur tout ce qu'il a fait, y compris ses carrières d'entraîneur. D'être l'adjoint d'Ancelotti au Real, ensuite de prendre le poste de numéro 1, de leur faire gagner les 3 Ligues des Champions. Il s'est acheté, il a gagné sa légitimité en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est désiré par le PSG. C'est pas juste parce qu'il est français et que c'est Zizou. C'est aussi parce qu'il a fait gagner 3 fois la Ligue des Champions au Real. Donc moi, je trouve que c'est logique que le PSG le veuille, mais lui, il peut avoir d'autres défis. Tu parles de l'équipe de France. Deschamps, on se dit que peut-être après la Coupe du Monde, il arrête. C'est dans 6 mois. On parle de la Juventus. La Juventus, tous les 6 mois, il cherche un nouveau coach. Et on sait que Zizou est attaché à la Juve. Et il y a aussi là-bas un défi monstrueux. L'équipe, elle est en reconstruction. Il y a plein de cadres qui sont vieillissants ou sur le départ. Il y a Dybala et Chiellini qui viennent de partir. Et ils ont fait un nombre de finales de Ligue des Champions perdues incalculable. Si tu veux des défis, il y en a ailleurs qu'au PSG. Par contre, qu'est-ce qui. Il n'y a pas le projet sportif à la Juve qu'il y a au PSG. Avec une équipe qui lui permet dès l'année prochaine de briller sur la scène européenne. Zidane, le Marseillais, il veut être le mec qui fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Mais ça, on n'en sait rien. Moi, je trouve ça Zidane, à l'heure actuelle, Zidane aurait potentiellement. S'il vient, en tout cas, c'est pour ça. Que Paris le veuille, c'est complètement normal. C'est peut-être le meilleur homme pour te faire gagner la Ligue des Champions. Mais si Zidane accepte d'aller à Paris et d'être celui qui représente le projet et qui va leur faire gagner la Ligue des Champions, parce que s'il gagne demain, s'il gagne la Ligue des Champions l'année prochaine avec Zidane, ce ne sera pas la Ligue des Champions d'Mbappé qu'elle a depuis 5 ans, ni de Messi, ni de Neymar, ce sera la Ligue des Champions de Zidane. Donc Zidane serait... Mbappé fait une campagne extraordinaire. Non, parce qu'Mbappé, il est là depuis 2017. Mbappé, ça fait 5 ans qu'il se casse les dents sur la Ligue des Champions. S'il gagne l'année prochaine avec Zidane, c'est la Ligue des Champions de Zidane. Et Zidane sera l'emblème... Voilà le défi sportif qui est intéressant. Oui, sauf que Zidane... Pour moi, Zidane ne peut pas... Zidane ne peut pas être l'emblème de la Ligue des Champions parisienne. Il est l'emblème du triplé du Real, c'est déjà magnifique. Oui. Mais il ne peut pas, en tant que Marseillais, être l'emblème de la Ligue des Champions. Zidane, il pense à 2 choses. Il pense à sa carrière, il pense à son image. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, son image, il est ruiné s'il vient à Paris. Qu'il hésite pas s'il gagne la Ligue des Champions. Tu sais, on dit par exemple, son image, s'il vient à Paris, est ruinée, les questions d'image, etc. Zidane, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un joyau français. C'est un joyau français qui est ambassadeur, par exemple, pour le Qatar.
ça pose aucun problème, par exemple. moi, Tu vois. Ça a été le joueur leader d'une campagne européenne aux Girondins de Bordeaux. Et ceux qui ont regardé le football dans les années 80 savent l'inimitié qu'il y avait entre les Girondins de Bordeaux Oui, et mais à l'Olympique de l'époque, il Marseille. faisait pas ce qu'il voulait. Tu vois. Là, aujourd'hui, Zidane, il va où il veut parce que c'est Zidane. À l'époque, il suit sa carrière, comme dit Polo, justement, en subissant un petit peu les choix. S'il avait pu aller à l'OM plutôt qu'à Bordeaux, je pense qu'il aurait été à l'OM. Mais à l'époque, il choisit pas vraiment où il va. Il est encore en début de carrière, il a 20-25 ans. Bordeaux le veut, il va à Bordeaux. Et ensuite, pareil, la Juve, le Real, ça se fait comme ça. Aujourd'hui, il choisit exactement ce qu'il fait où il va. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'un défi en plus. Non, mais il aime ça, l'argent. Bien sûr, ça on le sait, on l'a vu. Comment lui en vouloir? Les liens avec le Qatar dont tu parlais, ça prouve que c'est possible qu'il signe finalement à Paris. Mais moi, je trouve qu'il y aurait un truc, ça ruinerait l'histoire. Et moi, je ne suis pas supporter de l'OM. Je ne suis pas non plus supporter d'une équipe qui est. Non, mais tu as une culture rival foot. Oui, mais C'est ça aussi qui compte, tu vois. C'est ce qu'Hamza aussi disait tout à l'heure. Peut-être que dans certains pays, la question qu'on est en train de se poser là serait réglée peut-être au bout d'une minute 30, par exemple. Mais en fait, Si demain Thierry Henry devient entraîneur de Tottenham, bien comment sûr, tu le vis? c'est horrible, c'est horrible. Et Henry, il passe sa vie sur les plateaux télé à balancer des pics à Tottenham. Et tous les supporters nationaux se régalent de ça. Parce que je pense qu'en tant que supporter neutre, je comprends que Tom n'ait pas envie de voir Zidane au PSG et que les supporters de l'OM, c'est évident qu'ils n'ont pas envie. Mais même les supporters neutres qui ont aimé Zizou, je pense qu'ils n'ont pas envie de le voir au PSG. Et alors que le PSG, franchement, moi, il y a des joueurs que j'aime bien à Paris. J'adore Messi, j'aime bien Mbappé. Et si Paris gagne avec des champions demain, je ne suis pas du tout mécontent. Mais j'ai pas envie que ce soit avec Zidane. Mais il y a un truc qui me surprend avec toi, Manu, qui est un romantique du foot. Et moi, je trouve que dans le football, il y a un truc important, c'est les histoires. C'est les histoires qu'on te raconte quand tu es petit, c'est les histoires qui s'écrivent dans la légende et que tu racontes ensuite à tes enfants. Il y a une histoire avec Zizou. Et je trouve que l'imaginer au PSG, c'est ce qu'adore faire le football moderne, j'ai l'impression, c'est oublier tout le côté histoire et ne penser qu'aux chiffres. Il pourrait gagner la première Ligue des Champions, il pourrait faire ça en premier, ça le placerait ici, donc dans la légende. Non, moi, ce que j'aime bien dans le football, c'est les histoires que tu racontes derrière des victoires. Il y a des victoires. La victoire du Real aujourd'hui, cette année, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'il y a toute une histoire autour de cette épopée. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, Zidane, qui va au PSG, il gagnera peut-être la première Ligue des Champions avec le PSG. C'est pas sûr. L'histoire, elle sera belle pour les supporters du PSG, si tu veux. Mais moi, je trouve qu'elle sera entachée parce qu'il sera allé contre son histoire. Et je suis désolé, c'est un gars de Marseille, on va le répéter 20 fois s'il le faut. Il y a encore 6 mois, il donne des interviews en disant j'adore quand Marseille gagne, le week-end, je veux que Marseille gagne. Il n'a jamais été neutre. Il n'a jamais été neutre dans son support, dans le fait de supporter. Donc, un coach à l'OM. Oui, d'accord. C'est important les S'il veut y histoires. aller, à mon avis, j'aurais beaucoup de respect pour Sampaoli, mais à mon avis, ce sera sa dernière saison. Si Zidane dit qu'il va venir l'année À titre prochaine. personnel, je garde. Oui, mais oui, toi aussi, toi, tu forces aussi. Non, mais pour te répondre, c'est vrai que tu as raison là-dessus, Tom. Par exemple, c'est vrai que ça me ferait bizarre de voir Zidane dans un costume du Paris Saint-Germain arriver au Vélodrome pour un Classico. J'avoue que ce serait étonnant. Maintenant, je trouve aussi qu'on a parfois une vision un peu romancée de Zidane, de l'emblème qu'il est. Du football. Alors bon, ça par contre, c'est vrai que pour le coup, je vais rejoindre Tom. Il y a certaines choses aujourd'hui dans le football moderne qui me plaisent pas forcément. Mais si tu veux, aujourd'hui, on a aussi une histoire un peu romancée, un peu peut-être lisse de la part de Zidane, et que quelque part, ce serait pas non plus. Ça me choque. En tout cas, ça me choquerait pas parce que tu l'as dit, peut-être qu'il y a ce côté aussi où c'est vrai que c'est un emblème français quelque part et que voilà. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Tu vois, peut-être que pour moi, en tant que Parisien entre guillemets, je fais de Zidane une personnalité française. Imagine demain qu'il y ait des milliards à l'OM et que Mbappé signe à l'OM. Ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre, mais Figo est bien parti au Real. Si tu veux, voilà, ça me ferait bizarre à moi, si tu veux, mais ça m'étonnerait pas non plus forcément. Et encore une fois, tu vois, par exemple, je voyais des gens dans le chat qui disaient ouais, mais de toute façon, PSG-OM, c'est une rivalité inventée de toutes pièces et tout, etc. Ce qu'il ne faut pas retirer au-delà de la culture foot, c'est qu'il y a la culture et l'histoire aussi également de notre pays, où Marseille a toujours été un bastion, on va dire, contre la capitale pour plein de raisons, et on n'est pas là pour les donner, etc., etc. Donc il y avait véritablement, par rapport à ce que disait Hamza, quelque chose de viscéral et quelque chose. Là encore une fois, je le comprends, mais si tu veux dire si Zidane part au Paris Saint-Germain, c'est un traître, mais en fait, ça fait bien longtemps qu'il vous a trahi, les mecs. Après, moi, à titre personnel, je veux vraiment être clair. Moi, Zidane, ça a été mon joueur préféré en tant que footballeur, que joueur. En tant qu'entraîneur, j'ai pas d'attache particulière vis-à-vis de lui. Enfin, moi, il y a une trentaine d'entraîneurs qui m'ont fait vraiment plus kiffer que Zidane. Moi, encore une fois, si demain il va à Paris, moi personnellement, ça me fera ni chaud ni froid, mais encore une fois, je suis pas Marseillais.
C'est pour ça que Oui, non, je c'est me pour ça, permettrai pas de juger Non mais t'as raison Les de mettre supporters le de prisme Marseille sur ou les habitants de l'identité Marseille marseillaise et pas qui, l'amour de eux, l'OM. seraient éventuellement déçus, choqués. Encore une fois, je vais pas refaire mon speech de tout à l'heure, mais voilà, après c'est... Les Marseillais, les mecs qui vont au Vélodrome toutes les semaines, ils se disent, quand je vais au Vélodrome, on supporte la même équipe avec Zidane. Tous les week-ends, ils supportent la même équipe. Ils ont vénéré Tapi, qui n'était pas à Marseille. Alors aujourd'hui, Tapi est enterré à Marseille, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, tu vois, il y a parfois dans l'histoire du football, des clubs, des anomalies, des choses comme ça qui peuvent se passer. Alors, Mais là, c'est Zidane. Ouais. Guendouzi, c'est un joueur aujourd'hui qui joue à l'OM. Pas Pas sûr qu'à Paris, tu fasses. Payet rêvait d'aller au Paris Saint-Germain. Pas sûr qu'il y ait un portrait de Guendouzi à Paris. Je suis pas sûr qu'il y ait un portrait ou qu'il y ait eu un portrait de Bernard Tapie. Zidane, c'est autre chose. Payet, les discours qu'il a à Saint-Etienne sur le Paris Saint-Germain, comme quoi c'est son club de rêve, etc. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Après, là, c'est Zidane, donc le retentissement est. Est-ce que justement, il n'est pas là le point, en fait? Et peut-être le point, on va se mettre tous d'accord. On le sait, le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les plus détestés en France. C'est une réalité, tu vois. Après le Sporting Club de Bastia. C'est possible. Et surtout après l'Olympique Lyonnais. Mais c'est l'un des clubs les plus détestés en France, qui clive le plus en tout cas. Et le fait de voir une personnalité comme Zinedine Zidane qui fait l'unanimité auprès de tous les suiveurs amoureux du foot que nous sommes, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être là où le bas blesse quelque part. Non, mais oui, mais en fait, Hamza le disait très bien, c'est qu'aujourd'hui, si on doit être objectif, il n'y a aucun problème à ce que Zidane aille au PSG dans ce qu'il peut apporter à cette équipe-là. Mais le problème, c'est qu'il y a des joueurs comme ça où tu ne peux pas être objectif. Je le mets au même niveau qu'était Maradona en Argentine, et on est moins passionné de foot en France, mais je veux dire, à un moment, tu ne peux pas avoir les mêmes débats avec Zidane que même tu peux avoir avec Thierry Henry, on l'avait tout à l'heure. Thierry Henry, il n'y aurait pas du tout les mêmes Galtier, débats. si c'est Galtier qui signe à Paris, c'est pas la même histoire. Là, et c'est pour ça que ces débats sont sans fin, c'est qu'à un moment, tout le monde peut en débattre, que tu suives le foot depuis 30 ans, que tu aies même arrêté de le suivre pendant 20 ans. Tout le monde peut participer à ce débat parce que tout le monde connaît Zidane, et c'est pour ça que personne n'a raison finalement. Je sais pas, Zidane, ça touche la ménagère, exactement. Et t'as envie de Tout le monde aura un avis dessus. La ménagère, elle s'en fout si Zidane va coacher au PSG. Elle serait même limite content que Zidane revienne en France. Ça dépend si Marie va du coup au parc tous les week-ends, peut-être qu'elle est contente de Même ménagère. si Marseille, et je comprends et je remets pas du tout en cause, même si Marseille veut s'approprier ce symbole, ça reste un symbole national, ça reste la France de 1998, ça reste ça, Zidane. Oui, mais s'il va à Paris, il devient aussi un symbole du PSG. Donc moi, je pense, les gens qui sont un peu romantiques du foot, et je pense qu'on est plusieurs autour de cette table à l'être, moi j'ai envie de me dire que la passion que tu as gamin, ado, et pendant finalement toute ta vie jusqu'à aujourd'hui, Zidane il a je sais pas 50 ans, la passion que tu as jusqu'à tes 50 ans, elle a un impact sur tes choix de carrière, et ça doit rentrer en ligne de compte quand tu dis ok, où est-ce que je vais aller l'entraîner, on me propose ça, est-ce que je prends ou pas. Pour moi ça doit rentrer en ligne de compte. Si Zidane va à Paris, ça veut dire qu'il met ça de côté. Et moi, ça me déçoit. D'ailleurs, ça rentre en ligne de compte. Zidane, de ce qui sort, en tout cas, c'est que. Je pense qu'il n'a pas envie de brouiller son image. La seule raison pour laquelle il refuse le PSG, c'est justement pour ne pas brouiller son image. Mais la vraie question, c'est de savoir si lui, Zidane, il en a quelque chose à carrer. Tu m'as fait peur. Oui, il en a forcément quelque chose à faire. Tout au long de sa carrière, c'était quelqu'un de lisse. Au-delà même de son passé de supporter de l'OM, encore une fois, ça c'est le monde du football, ça existe de partout, mais au-delà même de ça, ça a toujours été quelqu'un de relativement lisse, qui donnait jamais un avis fort sur un sujet éventuellement sensible. Il n'y a pas besoin d'être de paix pour être supporter de l'OM. À part les élections présidentielles de 2002 où il a dit pas Le Pen, mais c'est jamais quelqu'un qui a donné son avis sur un fait de société. Enfin, il a toujours été carré. Il a justement, peut-être, c'est son intérêt aussi à l'époque, voulu froisser personne. Là, si demain tu deviens entraîneur du PSG, j'imagine que tu deviens pas très aimé à Marseille. J'ai hâte d'ailleurs de voir le potentiel Marseille. Je pense que le Z5 à Aix, il y a moyen qu'il y ait des soucis. Hein. Et puis accessoirement, si ça se passe pas bien à Paris. Oui. Là, c'est des gros risques pour sa carrière, pour le coup. Et il me semble, je pense pas prendre de risque en disant que les supporters parisiens plus les supporters marseillais, ce sont les deux clubs qui sont quand même le plus supportés en France. Complètement. Donc ça aura une caisse de résonance nationale. Juste après Guingamp. Après, moi je pensais à ça, et je sais plus à qui j'en parlais ce week-end. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il risque en soi à Paris? Parce que s'il se rate l'année prochaine, lisse comme il est, l'image qu'il a, t'as vu le nombre va dire, mais tu vois, t'as vu le nombre d'entraîneurs qui se sont cassés les dents et mais regarde Pochettino, t'as bien fait, tu vois, t'as fait une erreur. Et lui, il dit, ouais, j'ai peut-être fait une erreur en allant au PSG, etc., etc. Et puis, tu sais, petit effet boule de neige, et on va dire, bah oui, mais en fait, Zidane, il pouvait rien faire, c'était de la faute du club Paris Saint-Germain, qui est mal géré, qui est truc, etc. Pochettino, il vient avec le CV ancien joueur du Paris Saint-Germain. Avec le CV, je connais la maison, je connais le club. Ah bah tiens, en plus, c'est un ancien de la maison, l'identité PSG, l'ADN PSG.
Aujourd'hui, vous êtes là à vouloir le chasser de la ville de Paris. Ah, nous, non, mais apparemment, certains, oui. Pochettino, après, c'est pragmatique. Dans le football, il propose rien. Dans Mais si l'émotion Zidane. qu'il transmet Excuse-moi, t'as vu avec le. les Attends, supporters, pause, on avec va les parler un peu supporters, ballon. il propose rien. Parce que j'entends des trucs là. Zidane, t'as vu jouer le Real de Zidane? Zidane, le Real de Zidane, on ça a demande duré pas la même chose. 3 beaux mois. C'était l'époque du 4-4-2 Losange avec Isco en numéro 10 quand ils vont gagner la Ligue des Champions face à la Juve à Cardiff. Sinon, Zidane, c'est toujours les changements poste pour poste. Gareth Bale qui sort, Lucas Vazquez qui entre en jeu. C'est toujours la même chose. On ne demande pas la même chose à Zidane qu'à Pochettino. Pochettino, on lui demandait, à défaut d'avoir la poigne et le charisme pour gérer des stars qui en ont beaucoup plus que lui, de proposer quelque chose dans le football. Zidane, on ne va pas lui demander de proposer quelque chose dans le football. On va lui demander à cette équipe de la faire gagner et de gérer des égos, d'arrêter les passes droits à certains joueurs et de ne pas avoir peur de faire sortir Messi à la 60e si Messi ne. Faut prendre un éducateur. Mais là, c'est un autre problème. Ouais, l'animateur Bafard. Bien sûr. Mais aujourd'hui, en Europe, et là pour le coup, on a le débat sur le coach d'un point de vue un peu plus sportif. Oui, peut-être que Zidane est le seul en Europe disponible, en tout cas, capable de faire ça. Mais c'est un autre débat. Mais tu vois, ça peut être un risque quand même pour Zidane. Ça peut être un risque pour Zidane. Pochettino n'a pas eu les coups des franges pour faire ce qu'il voulait. Carlo Ancelotti est parti au bout d'un an ou un an et demi parce que justement c'était un club ingérable. Parce que Zidane, qui a rarement pris de risques, va venir justement s'exposer au PSG. Manu, Carlo Ancelotti, regarde où il est aujourd'hui. Tourelle, Emery. Il y a une porte de sortie côté PSG. Et la porte de sortie, c'est le club est ingérable. C'est un club gangréné de l'intérieur qui est ingérable avec le Qatar, avec Nasser, avec Leonardo, avec si. L'image de Zidane, s'il fait la conférence de presse d'arriver au PSG, c'est bon. Son image, elle est foutue. Il peut partir au bout d'un an ou de 10, ça ne changera rien. Sauf s'il part au bout d'un an en disant ouais, j'ai fait une erreur, etc. Et là, crois-moi que tout le monde va retourner sa veste. Et encore une fois, l'image de Zidane on a eu ce débat avec Mbappé sur ce plateau il y a 2 semaines. Il suffit qu'il fasse une saison extraordinaire et le respect va revenir. Non, parce que là, t'aurais été dans autre chose. Mbappé, il t'a pas trahi sur des valeurs. Mbappé, il t'a été déçu par lui sur des trucs X ou Y. Et quand il remet des buts, t'es de nouveau content. Zidane, c'est pas comme ça. Surtout que derrière, il ira pas à Marseille les faire gagner. Il ira jamais à Marseille. Si Zidane il gagne une Ligue des Champions avec le PSG et qu'on lui offre le poste de sélectionneur, les gens seront pas contents qu'il aille à sélectionner l'équipe de France. Les Marseillais, je pense qu'ils l'auront en travers de la gorge. Écoutez, on verra ça. En tout cas, les amis. D'un point de vue personnel, tiens, on va faire tour de table. En vrai, il reste 5 minutes. Je pense pas qu'on fera le quiz. On va le garder pour la semaine prochaine, parce qu'apparemment, c'est pas la dernière de la saison, ce qui serait quand même une bonne nouvelle. Il y a incompréhension. Ce qui serait dans le board de Webedia First Team. Bref, vous y croyez ou pas? On va se faire un petit tour de table très rapidement. On a dit est-ce que vous le voulez ou pas? On va terminer là-dessus. Est-ce que vous y croyez ou pas par rapport à justement tous les différents éléments un peu pragmatiques qu'on a pu échanger à l'instant? Moi, j'y crois pas. Et de toute façon, qui tu voudrais sur le banc du Paris Saint-Germain? Notre Marseillais. Un autre Marseillais, né à Marseille, homme de la ville. Un mec qui rêvait de coacher l'OM pour le coup. Qui rêvait de coacher l'OM. De qui parles-tu? De Christophe Galtier. Et bon, après, c'est pas le débat. Si tu veux, on vous donne Nicolas Pepe avec, comme ça vous avez le trio. Ce que j'aime avec Christophe Galtier, c'est l'affiliation avec Luis Campos. Et ça, je pense que c'est exactement ce qui manque à ce PSG aujourd'hui, un environnement serein dans lequel directeur sportif, entraîneur ne se marche pas dessus. Enfin bref, c'est un autre débat. Voilà, moi, je n'y crois pas d'un point de vue et je suis pas très fan de l'idée, même dans le cas où ce serait possible. L'organigramme avant le nom pour Polo, Hamza. Évidemment que j'y crois. Tu penses que ça va se faire, toi, Zizou? Je sais pas si ça va se faire. Mais il y a une possibilité. Bien sûr, j'y crois. On parle aujourd'hui, avec un projet sportif qui, mine de rien, reste attractif, avec l'aspect financier qui est quasiment illimité pour les dirigeants, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait exclure l'éventuelle arrivée de Zidane. Après, est-ce que ça se fera ou pas, j'en sais rien. Image. Peut-être, ouais. Je suis d'accord avec Hamza, j'ai pas du tout envie d'y croire, mais malheureusement, je pense que c'est possible. Ouais, il faut y croire, il faut s'en inquiéter. Et d'ailleurs, dans le chat, t'es lyonnais, toi, tu veux pas. Mais dans le chat, de Zidane. Dans le chat, on nous reproche de pas être objectif. On peut pas être objectif sur ces débats-là. Ou alors ça a vraiment pas de sel et ce serait vraiment pas intéressant à regarder. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de supporter, le côté supporter qui parle. Mais non, oui, j'y crois parce qu'il y a toutes les raisons d'y croire. Non, ce serait dommage parce que ça voudrait dire que je lui souhaiterais de ne pas gagner la Ligue des Champions et d'écorner son image et je veux pas ça. Donc voilà. Moi, franchement, les gars, j'y crois absolument pas. Je vous le dis tout de suite. J'ai jamais cru parce que. T'es pas supporter pour des clubs français en Coupe d'Europe? Non. T'as vraiment pas de culture football, sérieux. On doit tous être derrière. On a déjà eu ce débat. Même quand on était à l'école ensemble, j'ai toujours été supporter. Maintenant, ça a un peu changé. Ah ouais? Français en mais j'ai toujours Coupe été d'Europe supporter de Lyon en Coupe d'Europe. Ah ouais? Et de l'OM. Et je me souviens de l'OM face à Valence. J'étais supporter. Je ne l'ai
Polo, à l'époque, tu jouais le maintien, nous, c'était champion, évidemment. Tu vois, c'était marrant. Je pensais que ce truc-là allait tous nous réunir pour finir sur la bonne humeur. Les champions sur TF1 avec l'OL qui joue, j'étais en feu. Ah, ça, c'était une vraie équipe. Avec Nilmar, ça, c'est un sacré joueur. Moi, j'étais bien content qu'il n'y ait pas pénalty, je te le dis. Voilà, les amis, en tout cas, pour cette très très belle émission. Merci beaucoup, Tom. Encore un mot de Tom qui a été de grande qualité. Robin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Polo également. Hamza, tu reviens quand tu veux. Tout de suite, les amis, vous avez rendez-vous toujours sur le stream avec. Il y a le before du récap ou c'est le récap direct? Le before du récap. D'abord le before du récap. Attends, oui, bah oui, puisqu'on termine à 18h15, donc il y a le before du récap. Petit before du récap, tranquillement. Et ensuite le récap. Pour le quiz, toutes mes excuses, c'est moi. Gestion du timing catastrophique dans cette journée. Dans cette journée, ouais. Je crois que tu allais dire dans cette émission. Je me suis dit, on peut pousser sur les dernières 12 heures. Hein, parce que... Exactement. Voilà, on reviendra avec de meilleures intentions, c'est promis. Et merci à tous d'avoir commenté cette émission et d'avoir été avec nous. C'est toujours un régal de vous lire. Merci à la régie aussi également, à notre ami Jérém et à notre ami également Thomas qui nous a préparé là tous ces petits habillages. C'était absolument régalade. Et puis bon courage les gars. Et soyez en direct avec nous cette nuit. Exactement ce que j'allais dire. First Team ce soir pour le Game 5. 16h30 à peu près en direct. NBA. Voilà. Juste après le match. Mettez le réveil. On va faire ça bien. Mais j'ai toute confiance. Il reste 1 minute 22. Maintenant, vous quittez le stream. Ouais. J'ai pas peur de le dire en régie. Puis il est viré la semaine prochaine, Et vous allez voir Clutch sur la Wina TV. Ensuite, vous vous posez. Si vous voulez, vous regardez le replay du petit bureau parce qu'il y a eu des très beaux matchs de rugby ce week-end sur la chaîne Poney Club sur Twitch. Demain, déjà cette nuit, vous nous suivez, comme l'a dit Tom. First Team 101 pour le débrief du match 5 des finales NBA. Et après avoir fait une grosse sieste, vous vous réveillez vers 18h et vous regardez Roue Libre demain soir. Et les pistonnets dans tout ça? C'est vrai que les pistonnets, on les a zappés. T'inquiète, on n'a pas besoin, on fait suffisamment de vues en ce moment. Non, c'est une blague. Allez voir quand même. Non, mais oui, allez voir les pistonnets. On a sorti le débrief aujourd'hui. Le débrief est dispo sur First Team Sport et le mag mercredi à midi, comme d'habitude. C'est un chef, ce garçon a tout dit et on va pouvoir rendre l'antenne. Allez, le before du récap, passez une super soirée aussi sur le stream, bien évidemment. Salut.